Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le navire le plus moderne et le plus insubmersible du monde est entré en collision avec un iceberg et a coulé. C'était incroyablement effrayant. Imagine un énorme bateau de croisière qui fait plusieurs fois la taille de la Statue de la Liberté s'écraser sur un énorme morceau de glace et disparaître. Tout est sombre et froid. Tout ce que tu peux entendre, c'est le grondement et le grincement du métal et du bois qui se brisent. Tout ce qui t'entoure, c'est l'eau glacée de l'océan Atlantique. La connexion avec le monde extérieur est presque inexistante. Il n'y a pas de téléphone ni d'internet. Personne d'autre sur la planète entière ne sait que le navire est en train de couler. C'est un véritable cauchemar. Mais le plus choquant, c'est que les personnes qui étaient sur le Titanic ce jour-là n'ont pas paniqué. Ils sont restés calmes, peut-être un peu inquiets, mais on ne pouvait déceler aucune peur sur leur visage. Pour comprendre pourquoi ils n'ont pas paniqué lors de l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, il suffit simplement de voir ce qui se passait à travers leurs yeux. Donc, tu es un passager du tristement célèbre paquebot. Ta cabine est située sur l'un des ponts supérieurs du navire. Tu viens de passer un bon moment avec tes amis lors du dîner. Maintenant, des musiciens jouent une belle mélodie, les serveurs proposent le dessert, tu sors sur le pont et tu profites de la tranquillité de l'océan majestueux. À cet instant, tu ressens un incroyable sentiment de sécurité et de confort. Tu es fier d'être l'une des premières personnes au monde à voyager sur le navire le plus high-tech de la planète. Tu te couches dans ta cabine et tu te réveilles parce qu'un membre de l'équipage frappe doucement à ta porte et te demande de te rendre sur le pont. Il y a un souci quelconque, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Oh, ok, aucun problème. Tu es heureux de sortir pour regarder le ciel nocturne. Le moment où le navire est entré en collision avec l'iceberg n'a été ressenti que comme une légère poussée, et certains passagers ne l'ont même pas entendu. Ils n'ont compris qu'il y avait un problème que lorsque les stewards ont frappé à leur porte et leur ont demandé de sortir. Tu es sur le pont, il y a déjà pas mal de personnes ici. Tout le monde est plus ou moins calme. Les passagers parlent de ce qui a pu se passer. En écoutant les conversations autour de toi, tu comprends que le bateau va potentiellement couler. Cette idée te semble absurde. Mais même si elle est vraie, tous les passagers seront de toute façon évacués dans des canaux de sauvetage. À cette époque, les gens ne savaient pas qu'il y avait 2 fois moins de bateaux de sauvetage que nécessaire. Les passagers étaient sûrs que tout le monde serait sauvé. L'évacuation commence. Les femmes et les enfants sont prioritaires. Personne ne panique ou n'essaie de monter dans un bateau avant que ce soit son tour. Tous les hommes se comportent en gentlemen et aident les membres de l'équipage à évacuer les femmes. Un passager veut monter dans le bateau avec sa femme. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur de rester sur le Titanic. Il est simplement inquiet pour elle. Il lui semble que le bateau est moins sûr que le paquebot géant. Il ne veut pas laisser sa femme seule. Mais les membres de l'équipage lui expliquent la situation et l'homme se retire sans résistance. Ils commencent à lancer des fusées éclairantes en l'air. Personne n'y prête attention. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une procédure standard pour une panne de navire. S'il y avait eu beaucoup de voyageurs expérimentés à bord, ils auraient compris que les fusées éclairantes ont été tirées parce que le navire était en détresse. Les gens auraient alors peut-être commencé à paniquer. Mais la plupart des passagers ne l'ont tout simplement pas remarqué. Les bateaux sont descendus un par un. Les gens surveillent l'évacuation, attendant patiemment leur tour. Il n'y a pas de bousculade ou d'attroupement. Personne ne crie. Les actions de l'équipage aident les passagers à rester calmes. Ils minimisent délibérément la gravité de la situation pour éviter la panique. Quelqu'un dit que les bateaux sont mis à l'eau par simple précaution. De plus, les membres de l'équipage affirment qu'un navire de sauvetage se dirige vers le Titanic et se trouve à quelques kilomètres seulement. Certains passagers disent qu'ils voient les lumières d'un autre navire. Les personnes qui sont déjà assises dans les bateaux veulent rester plus près du Titanic, car, de cette façon, elles se sentent plus en sécurité. De nombreux passagers ne veulent tout simplement pas admettre que quelque chose de grave est en train de se produire. Mais quand on leur dit que le bateau coule, ils refusent de le reconnaître. Comment est-il possible que le navire insubmersible puisse couler ? Mais c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Dans des situations extrêmes, ils refusent de croire que quelque chose de mauvais puisse arriver à court terme. Tu ne veux même pas y penser. L'une des passagères affirme que le danger est exagéré. Elle prétend que tout le monde va revenir sur le Titanic d'un moment à l'autre. Certains passagers ont peur, et pourtant, ils ne veulent pas quitter le navire. Les cabines chaudes et le navire le plus sûr du monde sont là. L'alternative est l'océan glacé et les petits bateaux de sauvetage instables. Quelqu'un refuse de quitter le navire parce qu'il ne trouve pas ses bagages. Certains passagers emportent toutes leurs affaires avec eux. Ils ne veulent pas les laisser sur le bateau qui coule. Il y a beaucoup d'immigrants à bord, et certains d'entre eux ne comprennent même pas l'anglais. Les membres de l'équipage ne peuvent pas leur expliquer ce qui se passe.
Ces passagers ne saisissent pas les instructions des stewards pendant l'évacuation. Ils n'arrivent pas à comprendre les inscriptions sur les panneaux indicateurs d'évacuation. De nombreux passagers sont persuadés qu'il y a eu une panne dans le compartiment moteur. Le problème sera bientôt résolu et le Titanic poursuivra son voyage. Les gens ne commencent à réaliser que le navire coule vraiment que lorsqu'il commence à s'incliner vers l'avant et que sa partie arrière émerge de l'eau. C'est à ce moment-là que ceux qui sont autour de toi paniquent. Certains sautent à l'eau, d'autres montent dans les canots de sauvetage sans faire la queue. Mais en général, il n'y a pas trop de chaos ni d'hystérie. Et ce, bien qu'il y ait environ 1500 personnes sur le navire. Les scientifiques affirment que quelques personnes n'ont jamais quitté leur cabine. Ces gens-là refusaient de laisser leurs affaires derrière eux et ne croyaient pas que quelque chose de grave était arrivé. Pendant l'évacuation, l'orchestre continue de jouer. Cela aide les gens à garder leur calme. Ils entendent de la musique et il leur semble que tout ira bien. La musique se poursuit sur le Titanic presque jusqu'à la fin. Vers 2h05 du matin, l'équipage descend le dernier bateau transportant des passagers. 15 minutes plus tard, le navire est immergé. Même après la tragédie, les passagers survivants ne peuvent pas vraiment comprendre ce qui leur est arrivé. Ils se souviennent d'avoir embarqué sur les bateaux et de s'être éloignés de l'énorme navire. Certes, ils n'oublieront jamais cette vision de le voir couler sous l'eau. Mais même après un certain temps, ils ne réalisent toujours pas vraiment la terrible catastrophe qu'ils viennent de vivre. Quelque temps plus tard, les gens ont commencé à écrire des livres sur ces événements fatidiques. Ils ont réalisé des documentaires et des longs métrages. La nouvelle de la catastrophe du Titanic était dans tous les journaux. Elle s'est répandue dans le monde entier. Dans toute description de ce jour-là, la tragédie ressemble à un terrible désastre. Mais ceux qui étaient présents affirment qu'ils n'ont pas vraiment ressenti une peur bleue. Ils n'arrivaient tout simplement pas à croire ce qui se passait. La tragédie du Titanic peut sembler plus terrible pour les personnes qui en ont entendu parler que pour celles qui l'ont vécue. De nombreuses personnes dans le monde ont refusé de monter à bord des grands paquebots après la catastrophe. Ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver. En même temps, beaucoup de passagers qui ont survécu au naufrage du Titanic ont continué à voyager sur d'autres navires. Une femme a même survécu à 3 naufrages, dont celui du Titanic, et a continué à voyager. Et si des personnes avaient essayé de soulever le Titanic du fond de la mer? Cela s'est produit plusieurs années après le naufrage. L'opération de 5 millions de dollars a alors échoué. On a attaché des cordes en nylon à une grande partie du navire coulé. On a relié les autres extrémités des cordes à des moteurs diesel. Pour toute l'opération, on a utilisé un mini sous-marin. Un morceau du Titanic, pesant 21 tonnes, était en train d'être remonté quand une des cordes a cédé. Et puis, un par un, les autres câbles ont commencé à se rompre aussi. L'énorme morceau de navire est retombé au fond de la mer. À ce moment-là, les participants à l'opération de sauvetage avaient épuisé leurs réserves de nourriture. Et comme la côte la plus proche était assez éloignée, ils ont décidé de ne pas tenter une nouvelle fois leur chance. Voici Arthur John Priest. Non, ce n'est pas un célèbre peintre et il n'a pas découvert un trésor perdu depuis longtemps. Il n'a pas non plus inventé de gadgets sophistiqués, ni battu un record du monde. Non, Arthur John Priest est simplement célèbre pour être insubmersible. Prouvant qu'on peut être à la fois chanceux et malchanceux, Priest a participé et survécu à plusieurs mésaventures en mer, dont le fatidique voyage inaugural du Titanic. Priest n'était pas un homme riche naviguant pour le plaisir. Il faisait partie de la classe ouvrière, employé comme soutier ou chauffeur, coincé pendant des heures dans les entrailles chaudes des grands navires à vapeur. Son travail était pénible et difficile. Il était chargé de maintenir les fourneaux allumés en les alimentant en charbon afin que la vapeur produite soit suffisante pour que les moteurs fonctionnent. Il devait être attentif à ne pas faire surchauffer le système ou mettre le feu au navire. Les fourneaux devaient être surveillés de près et constamment alimentés. Il respirait tout cet air pollué, travaillant et luttant dans la sueur et la saleté. Souvent torse nu à cause de la chaleur, il était toujours recouvert de poussière de charbon noir. Et quand il avait enfin droit à une pause, ses quartiers d'habitation communs étaient tout près, dans la même partie du bateau. Il devait être doué car il n'a jamais eu aucun mal à trouver du travail. Mais où qu'il aille, la malchance semblait le suivre. Le premier incident a été bénin. Lorsqu'il était jeune, Priest a travaillé pour le RMS Asturias. Le paquebot a pris la mer pour la première fois en 1907 pour un trajet qui reliait Southampton au Royaume-Uni à Buenos Aires en Argentine. Lors de ce voyage inaugural, le navire a subi une petite collision. Les dégâts étaient suffisamment importants pour qu'ils doivent rentrer pour réparation. Heureusement, aucune blessure grave n'a été rapportée.
Priest, imperturbable, est simplement allé travailler sur un autre vaisseau. Mais sa malchance l'a poursuivi à bord de l'Asturias. En 1914, l'Asturias est devenu un navire-hôpital, une aide navale veillant aux soins et au transport des malades dans les eaux européennes et, si nécessaire, à leur rapatriement en Angleterre. Mais en mars 1917, vers minuit, le navire a été heurté par un corps étranger. Sa coque a été percée et la salle des machines a été inondée. Le capitaine a ordonné à tout le monde d'abandonner le navire, envoyant l'équipage, les patients et le personnel de santé dans les canots de sauvetage. Le vaisseau était toujours en mouvement, se propulsant dans l'eau car les commandes principales, situées dans la salle des machines submergées, ne pouvaient pas être éteintes. Le capitaine a refusé de quitter le navire alors que les gens essayaient encore de s'échapper. Il a pu diriger l'Asturias vers Bolt Head où il a finalement atteint la terre sans couler. Les canots de sauvetage restants ont été descendus et les derniers survivants ont pu se mettre en sécurité. Lorsqu'ils ont étudié plus tard les dégâts subis par le navire, l'Asturias a été considéré comme une totale épave. Il serait exagéré d'attribuer la survenue de cette catastrophe au passage de Priest à son bord. Après tout, il n'était même pas sur le navire à l'époque. Mais il semblerait quand même que beaucoup des bateaux sur lesquels il a servi ont dû faire face au désastre. Sa malchance l'a accompagné à son poste suivant sur le RMS Olympique, un énorme paquebot. L'Olympique était vraiment très grand. D'ailleurs, il avait été conçu et réalisé au sein de la même flotte que le Titanic. Mais cette grande taille impliquait des sacrifices. L'Olympique était parfait pour naviguer droit dans une direction donnée, mais très difficile à manier quand il s'agissait de tourner. En septembre 1911, le Hawkeye, un navire plus petit qui naviguait à proximité, n'a pas laissé assez de place au grand vaisseau pour manœuvrer. L'Olympique a essayé de modifier sa trajectoire, mais les deux se sont percutés. Le Hawkeye, ayant été conçu pour faire face à d'éventuelles confrontations en mer, sa proue renforcée a déchiré la coque de l'Olympique. Deux grandes entailles sont apparues sur le flanc du paquebot. L'arbre à hélice a été gravement tordu. Pire encore, le navire a commencé à prendre l'eau. D'une manière ou d'une autre, l'Olympique a réussi à atteindre la côte sans sombrer, et personne n'a été gravement blessé. Priest n'avait alors aucune idée que cela n'était qu'un avant-goût de ce que l'avenir lui réservait. Il a ensuite trouvé un emploi sur un navire tout neuf, un paquebot extraordinaire, une merveille insubmersible dont on disait qu'il était le plus grand jamais construit. Oui, il allait travailler sur le Titanic. Et quel travail! Pas moins de 29 chaudières à faire tourner, nécessitant 850 tonnes de charbon par jour pour produire la quantité de vapeur suffisante à sa propulsion. Priest était l'un des 150 soutiers qui travaillaient d'arrache-pied dans les entrailles du navire pour entretenir jour et nuit la fournaise, ce qui lui valait de gagner environ $30 par mois. Mais le 14 avril 1912, il s'est retrouvé projeté d'une chaleur extrême à un froid foudroyant. Vers 23h35, l'équipage repère un iceberg. Le Titanic essaie de l'éviter, mais l'alarme a été déclenchée trop tard. 5 minutes après, la collision se produit. L'iceberg a déchiré la coque et les compartiments intérieurs conçus pour être étanches ont été gravement endommagés. L'eau froide de l'Atlantique a envahi le navire qui commença à couler. Des signaux de détresse sont envoyés, mais le navire le plus proche, le Carpathia, est à plus de 3 heures de navigation. Dans l'obscurité de la nuit, coincé au milieu de nulle part, l'équipage et les passagers ont commencé à paniquer. Ceux qui le pouvaient se sont rués sur les canots de sauvetage. D'autres ont sauté dans les flots glacés. Au total, seulement 706 personnes ont survécu à cette terrible nuit. Au moment de la collision, Priest se trouvait dans les quartiers inférieurs du navire. Il était en pause, se relaxant après une dure journée de travail. Et alors que le navire sombrait, il en allait de même pour ses chances de survie. Lui et ses collègues se trouvaient dans la partie du navire qui était à ce moment la plus dangereuse. Ils devaient se frayer un chemin dans un dédale de couloirs et de passerelles, dont certains étaient inondés, dans une course folle vers les ponts supérieurs. Puis, il fallut affronter l'eau glaciale, y plonger et nager désespérément vers un endroit plus sûr. L'océan était si froid que Priest a souffert d'engelures avant de finalement trouver un moyen d'atteindre un des canots de sauvetage. Il était l'un des 44 soutiers ayant survécu cette nuit-là. Après une telle expérience, la majorité des gens ne mettraient probablement jamais plus les pieds sur un bateau. Mais Priest avait besoin de travailler. Son poste suivant s'est aussi révélé une expérience chaotique. On lui a proposé un emploi sur le HMS Alcantara.
Le bateau a coulé en 1916 et Priest a une nouvelle fois été l'un des rares à s'en sortir, bien que gravement blessé au cours de l'incident. Mais il a continué à forcer la chance et le job suivant a dû lui sembler étrangement familier. Il devait partir à bord d'un vaisseau construit par les mêmes ingénieurs ayant conçu l'Olympique et le Titanic. Et ce navire, appelé le Britannic, était le plus grand des trois. Il était aussi considéré comme un navire plus avancé, équipé de nouveaux dispositifs de sécurité installés suite au naufrage du Titanic. Par exemple, il disposait de 48 canaux de sauvetage ouverts, dont 46 étaient les plus grands jamais élaborés pour un paquebot. 2 d'entre eux étaient même motorisés et équipés de dispositifs de communication spéciaux. Bonne nouvelle, le Britannic a survécu à son premier voyage sans incident. Déjà une performance que le Titanic n'a jamais pu réaliser. Cependant, le 21 novembre 1916, le Britannic a été ébranlé par une forte explosion, alors qu'il voyageait dans le canal de Kea, dans la mer Égée. La coque était endommagée et une partie des compartiments a commencé à se remplir d'eau. Contrairement au Titanic, le Britannic avait été précisément préparé à une telle urgence. Il était équipé de 5 cloisons étanches qui, en restant intactes, devaient maintenir le navire à flot pendant une période de temps beaucoup plus longue. Mais il y avait un problème. Les hublots des ponts inférieurs avaient été négligemment laissés ouverts. Lorsque le navire s'est incliné, les hublots ont donc permis à l'eau de rentrer, inondant le Britannic et précipitant sa descente au fond de la mer. Cela avait effectivement rendu les cloisons étanches complètement inutiles. Le navire sombrait rapidement, beaucoup plus vite en fait que le Titanic. 35 des canaux de sauvetage ont été lancés avec succès, sauvant la plupart des personnes à bord. Sur les 1066 passagers et membres d'équipage, 1036 ont survécu. Priest, toujours sous sa bonne étoile, était bien entendu l'un d'entre eux. Et pourtant, il n'en avait toujours pas fini avec la vie en mer. Il a accepté un nouveau poste de soutier sur le Donegal. Il s'agissait d'un petit ferry de croisière converti en bateau-hôpital. En avril 1917, il a été frappé par un objet non identifié, alors qu'il fuyait une situation dangereuse. Bien qu'il ait souffert d'une blessure à la tête, Priest était sain et sauf. Il a fallu à Priest 2 collisions et 4 naufrages avant qu'il ne soit enfin prêt à prendre sa retraite. En réalité, il aurait même expliqué avoir arrêté uniquement parce que plus personne ne voulait naviguer avec lui. Mais peut-on vraiment les blâmer ? Il vécut le reste de sa vie sur la terre ferme à Southampton, en Angleterre, avec sa femme Annie et leurs 3 fils. Mais on se souviendra toujours d'Arthur John Priest comme l'insubmersible soutier. Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912, 2 jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouailles. Si le navire était passé par cette région seulement 2 jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement, et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long, et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une super lune qui aurait fait couler le Titanic.
Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette superlune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement 1 mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée Futility a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan, qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic, et tous deux coulaient en avril. Et la raison en était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les deux navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles, et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis, qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. 13 couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à ses domestiques et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en 2 moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en deux, en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement.
Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles ? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé. Mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème. Quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ 1 heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, le SS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour, car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé 1 minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Et il aura fallu 2 heures et 40 minutes au Titanic pour disparaître sous l'océan. Personne n'aurait jamais pu imaginer que l'insubmersible Titanic entrerait en collision avec un iceberg. À l'exception d'un homme, William Thomas Stead. Enfin, pas comme ça, d'un coup, bien entendu. Ce n'est pas comme s'il s'était réveillé en sursaut un beau jour en imaginant le désastre du Titanic. Il a plutôt écrit une nouvelle édifiante, intitulée « Comment le paquebot postal sombrera au milieu de l'Atlantique par un survivant le 3 mars 1886 », soit 26 ans avant le naufrage du Titanic. Récapitulons brièvement. Le Titanic se rendait à Southampton, à New York, à travers l'Atlantique Nord en avril 1912. Le navire a heurté un iceberg et moins de 3 heures plus tard, il était complètement submergé. Sur les 2208 personnes à bord, seuls 706 ont survécu, en raison du nombre limité de canaux de sauvetage et de l'eau glacée. Un autre navire de passagers, le Carpathia, a entendu son appel de détresse, recueilli les survivants et les a ramenés sains et saufs à New York. La nouvelle écrite par William Stead raconte l'histoire de Thomas, un marin britannique, qui monte à bord d'un paquebot à destination des États-Unis. À un moment donné, le protagoniste se rend compte qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde à bord du navire, au cas où quelque chose se produirait. Quelques jours plus tard, un épais brouillard cache toute visibilité. Le navire joue clairement de malchance, puisqu'il entre en collision avec un vaisseau errant, tout comme le Titanic a heurté son iceberg. Seuls 200 des 916 passagers parviennent à atteindre les États-Unis sains et saufs. Le personnage principal réussit néanmoins à survivre en sautant à l'eau et en grimpant dans l'un des canaux de sauvetage. On pourrait penser que cette histoire aurait incité tous les armateurs à ajouter des canaux de sauvetage supplémentaires sur les navires. Mais malheureusement, elle a reçu très peu d'attention lors de sa publication. Encore plus tragique, William Thomas Stead se trouvait à bord du Titanic lorsqu'il a coulé, et il n'a pas survécu. Les survivants qui avaient fait la connaissance de Stead ont mentionné que c'était un homme affable qui aimait beaucoup discuter pendant les repas. Il admirait la conception du navire et louait sa robustesse. Des témoins ont également relaté qu'il s'était montré digne d'éloges alors que le navire sombrait, en cédant son gilet de sauvetage à un autre passager. Journaliste de métier, il se rendait à New York pour une cérémonie. L'une de ses plus importantes contributions au journalisme moderne aura été l'emploi d'illustrations dans chacun de ses articles. Il a également introduit les interviews de presse qui sont encore utilisées aujourd'hui, de même que les illustrations. Mais cette histoire n'était pas le seul ouvrage à avoir prédit une telle catastrophe. Morgan Robertson était un auteur et un ancien capitaine de navire qui écrivait des nouvelles et des romans. Son œuvre la plus remarquable est Le naufrage du Titan. Elle est également connue sous le nom de Futility. Le livre a été écrit en 1898, soit 14 ans avant le Titanic. Il s'agit d'une fiction relatant l'aventure du Titan, un paquebot similaire au Titanic, qui traverse l'Atlantique Nord.
Par une incroyable coïncidence, le Titan est aussi rapide que le Titanic et partage de nombreuses autres similitudes avec lui, comme sa taille ou sa conception. Le livre le décrit comme insubmersible et comme le plus grand navire à jamais fendre les mers. Et c'est aussi ce que l'on disait du Titanic. Une autre similitude étrange est le nombre limité de canaux de sauvetage dont il dispose. L'histoire se déroule en avril, et c'est à ce moment-là que le Titanic a justement commencé son voyage et heurté un iceberg. L'histoire du Titan mentionne également que presque personne ne survit à l'horrible accident. Contrairement à l'histoire de Stead, le protagoniste de Robertson emprunte un chemin différent. Le naufrage du Titan se produit quelque part au milieu du livre. Ainsi, après la catastrophe, le personnage principal poursuit sa vie. Ce livre est revenu sur le devant de la scène après le désastre du Titanic. Comment quelqu'un pouvait-il décrire avec autant de précision les événements qui se dérouleraient près de 10 ans plus tard ? Beaucoup ont commencé à croire que Robertson pouvait deviner l'avenir. Mais en réalité, Robertson s'y connaissait tout simplement en navire. Il lui aura été facile de décrire les détails les plus infimes sans faire de recherches supplémentaires. En réalité, l'une des plus grandes menaces pour les navires de l'époque était de heurter un iceberg ou d'entrer en collision avec d'autres navires. L'histoire suivante semble quelque peu mystérieuse. Un jour, Alex Mackenzie a entendu une voix qui l'a averti de ne pas monter à bord du Titanic. Mais quand il s'est retourné, il n'y avait personne. Alors qu'il continuait de marcher, la voix lui a parlé de nouveau. Mais cette fois, elle était plus forte et plus distincte. Il a pris l'avertissement au sérieux et décidé d'annuler son voyage et de retourner à Glasgow, en Écosse, sa ville natale. Ses grands-parents n'étaient pas très contents de le retrouver au bercail plutôt qu'à bord du Titanic. Après tout, le billet coûtait très cher. Cette déception s'est très vite dissipée lorsqu'ils ont appris que le navire avait heurté un iceberg. John Coffey était membre de l'équipage du Titanic, mais il a décidé d'abandonner le voyage lorsque le paquebot s'est arrêté dans sa ville natale de Queenstown en Irlande. Sa voix intérieure lui a dit de quitter le navire, ce qu'il a fait. Il n'avait que 23 ans à l'époque. Et pour quelqu'un de son âge, ça aurait pu être un coup de pouce majeur à sa carrière et une occasion de s'épanouir. Toutefois, cette horrible tragédie n'a pas empêché notre homme de signer à bord du RMS Mauritania, quelques mois seulement après le naufrage du Titanic. Tu parles d'un engagement. Des informations supplémentaires ont été dévoilées sur ce qui a pu contribuer au désastre du Titanic. Les constructeurs ont insisté sur le fait que le navire était insubmersible, mais de nombreuses personnes ont ensuite émis l'hypothèse que les plaques d'acier du navire étaient trop fragiles pour les eaux glaciales de l'Atlantique. Cela a pu faire sauter les rivets, permettant à l'eau de l'océan de s'infiltrer à l'intérieur. Une autre théorie veut qu'un incendie se soit déclaré sous les ponts du Titanic, qui aurait fait rage pendant 3 semaines avant le voyage. Ce feu aurait pu ramollir l'acier, permettant à l'iceberg de le déchirer comme un couteau dans du beurre. Certaines photos prises avant que le navire ne parte en voyage montrent des marques noires sur la coque, qui pourraient avoir été causées par le feu. Quoi qu'il en soit, l'iceberg aurait de toute façon causé des dommages importants, qu'il y ait eu un incendie ou non. Certaines personnes blâment également les concepteurs du Titanic. Le navire avait été construit avec de grands joints à sa base, qui se sont probablement rompus facilement lors de la collision. Bien sûr, ce ne sont là que des théories, mais nous savons avec certitude que l'iceberg était l'antagoniste principal de ce drame et que les travaux de Stead et Robertson auraient dû être pris au sérieux. Quoi qu'il en soit, cela servira de leçon à l'avenir et permettra d'éviter des tragédies similaires. Au fait, les paquebots et les navires de passagers n'existeraient pas sans Thomas Newcomen. En 1712, il a inventé un moteur à vapeur si puissant qu'il pouvait produire suffisamment d'énergie pour propulser un navire. Et c'est un siècle plus tard, en 1819, que le premier bateau à vapeur a traversé l'océan Atlantique jusqu'à Liverpool au Royaume-Uni. Il ne lui aura fallu que 29 jours pour traverser l'océan. L'industrie maritime du transport de passagers a connu un essor au début des années 1900, lorsqu'il est devenu plus facile pour les gens d'émigrer en Amérique ou de partir en vacances. Au fil des décennies, l'avion a fini par supplanter les navires de passagers, car les aéronefs étaient plus rapides et plus efficaces. De nos jours, il est assez rare qu'un navire de passagers entre en collision avec quoi que ce soit en pleine mer. Les technologies modernes permettent de détecter tout ce qui pourrait constituer une menace et même de prévoir les tempêtes. De nos jours, les bateaux de croisière sont des géants comparés aux navires de l'époque du Titanic. Les navires d'aujourd'hui peuvent transporter près de 2 fois plus de passagers et disposent d'équipements dont les gens de l'époque ne pouvaient que rêver. La plupart de nos navires de croisière proposent plusieurs restaurants, plusieurs piscines et des salles de jeu où se détendre. Si vous êtes d'humeur à vous amuser, vous pouvez même assister à des spectacles. Et n'oublions pas la possibilité d'accueillir des hélicoptères.
Aucune raison de s'inquiéter en cas de malaise. Des médecins de bord sont toujours là pour aider les passagers qui en ont besoin. Et ces navires ne vont que s'agrandir dans le futur. La différence entre le Titanic et un navire de croisière moderne est à peu près comparable à celle d'un Corgi et d'un Doberman. À son époque, le Titanic était le navire le plus grand et le plus avant-gardiste dont on puisse rêver. Alors, qui sait ce que l'avenir des paquebots de croisière nous réserve ? Il pourrait même finir par abriter des villes entières. Voilà qui ferait un très gros bateau. Autrefois un géant célèbre, c'était le plus grand navire de son époque. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 grands morceaux gisant au fond de l'océan, à environ 600 mètres l'un de l'autre, déchirés par la collision catastrophique et usés par le temps. La poupe du Titanic a été complètement détruite après avoir heurté le fond de l'océan. Mais on peut encore reconnaître la proue, car de nombreux intérieurs ont été préservés. On trouve un type particulier de bactéries sur les rusticités du navire. Une rusticité est une formation brunâtre de rouille qui se forme sous l'eau lorsque le fer forgé dont est fait le navire s'oxyde. Cela signifie que les bactéries mangent petit à petit le fer de la coque du Titanic. Et il semble qu'elles auront terminé leur repas d'ici 2030, si bien que l'épave disparaîtra à jamais plus tôt que prévu. On pourrait croire qu'il serait plus facile de sortir l'épave de l'eau pour pouvoir la conserver. Mais elle tomberait en miettes si on essayait de le faire. Cela fait plus de 110 ans qu'elle est sous l'eau, et elle est tellement rouillée qu'on ne pourrait pas en reconstruire les morceaux, même si on parvenait à les sortir des profondeurs de l'océan. À ton avis, parmi les 700 personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic, y en a-t-il qui ont entendu le Titanic heurter le fond de l'océan ? Après tout, le plus grand navire jamais construit jusqu'alors a littéralement sombré sous leurs yeux. Il se trouve que le son n'a probablement pas voyagé de l'eau à l'air. On n'entend pas très bien dans l'eau car notre corps n'est pas conçu pour percevoir les sons dans un tel environnement. Et bien que les passagers aient été proches du lieu du naufrage, le Titanic a tout de même touché le fond à une grande profondeur, 3800 mètres. Il y a beaucoup de glissements de terrain et de tremblements de terre sous-marins que nous ne pouvons même pas entendre. Et pourtant, ils font beaucoup plus de bruit qu'un simple navire qui s'écrase au fond de l'océan. La plupart des vibrations et des sons ont dû se disperser sur une vaste zone. En outre, le souffle de l'eau, dont beaucoup pensent qu'il a frappé le Titanic après qu'il a touché le fond de l'océan, a dû repousser la majorité des vibrations acoustiques potentielles. Et puis, le fond de l'océan n'est pas d'une dureté telle qu'il puisse produire des sons aussi forts. De nombreux survivants ont affirmé avoir entendu des bruits terrifiants au moment où le Titanic se brisait, mais aucun n'a mentionné avoir entendu quoi que ce soit après que le navire a disparu sous la surface de l'eau. Certains survivants ont raconté le chaos qui régnait lorsque les passagers, principalement des femmes et des enfants, montaient dans les canots de sauvetage. Il n'y avait pas assez de canaux, et certains n'étaient même pas remplis à pleine capacité. Personne ne savait comment réagir correctement dans une telle situation. L'exercice d'embarcation de sauvetage avait été prévu pour le matin précédant la collision du Titanic avec l'iceberg, mais pour une raison inconnue, il a été annulé. Un paquebot géant que tout le monde croit insubmersible traverse l'océan. En chemin, il heurte un iceberg et coule. On connaît tous l'histoire. Mais ce qui est effrayant, c'est que c'est aussi l'intrigue de l'épave du Titan, un roman publié en 1898, 14 ans avant que le Titanic ne coule ou même qu'il ne soit construit. Dans le roman, le Titan, dont le nom est d'une justesse effrayante, n'avait pas assez de gilets de sauvetage, de vestes et de canots pour tous les passagers à bord. C'était aussi le plus grand navire de l'époque, d'une taille presque identique à celle du Titanic. Le Titan et le Titanic ont tous deux coulé en avril. Dorothy Gibson était une actrice américaine de films muets et l'une des passagères du Titanic. Elle a survécu à la catastrophe. Dès son arrivée à New York, elle a commencé à tourner « Sauvée du Titanic ». Le film est sorti 1 mois seulement après le naufrage du navire. Dorothy portait même les mêmes chaussures et vêtements que ceux qu'elle avait portés lorsqu'elle était sur le bateau. Le film a eu du succès, mais la pellicule a été détruite dans un incendie et il n'existe plus que dans les mémoires, comme Jack Dawson. Le Titanic n'était pas seul à voguer dans l'océan froid près de l'iceberg qui l'a heurté. Le SS Californian était relativement proche. Mais sa radio était éteinte cette nuit-là. À un moment donné, les membres de l'équipage ont remarqué de mystérieuses lumières dans le ciel. Ils sont tout de suite allés réveiller leur capitaine pour le prévenir, mais celui-ci n'a donné aucun ordre.
Ils ont cru qu'il s'agissait d'un simple feu d'artifice. Ils n'ont pas réalisé qu'il s'agissait en fait d'un appel à l'aide. Les fusées éclairantes que les membres de l'équipage du Titanic avaient lancées dans le ciel, espérant que quelqu'un les remarquerait. Lorsque le SS Californian a reçu les messages SOS, il était déjà trop tard. Selon certains, la pleine lune serait à l'origine de la collision entre l'iceberg et le gigantesque navire. Elle a pu provoquer des marées anormalement fortes qui ont finalement envoyé plusieurs icebergs vers le sud, juste au moment où le Titanic traversait la zone. Oserais-tu goûter le fromage du Titanic ? L'épave est sous la surface de l'océan depuis plus de 100 ans et il a fallu plus de 70 ans pour la trouver. Entre-temps, la plupart des aliments qui avaient coulé avec le navire se sont bien sûr gâtés. Mais il est possible qu'il en reste encore. Certains aliments sont protégés contre la décomposition, comme par exemple le fromage. Les microbes qui transforment le lait en fromage créent des conditions spéciales pour protéger le produit de la dégradation. De même, plusieurs objets ont survécu au naufrage, comme par exemple cette lettre manuscrite écrite par une mère et sa fille à la grand-mère de cette dernière, dans laquelle elle raconte l'incroyable voyage qu'elles ont fait ensemble. La lettre a été conservée depuis plus de 100 ans et vendue aux enchères. Une paire de gants en coton blanc abîmé a été retrouvée dans l'épave. Les musiciens du Titanic ont joué jusqu'au dernier moment. Des partitions et un vieux violon ont été retrouvés dans l'épave. De même que la cloche que l'un des membres de l'équipage a fait sonner 3 fois pour avertir qu'un iceberg était très proche. Ou encore une montre à gousset qui s'est arrêtée à 1h45, heure à laquelle le navire a sombré dans l'eau. Une seule personne aurait peut-être pu changer le destin du Titanic. David Blair était un homme plutôt chanceux. Il était censé prendre la place du second officier du Titanic, mais il a été retiré de l'équipage au dernier moment, ce qui lui a sauvé la vie. C'était une grande chance pour lui, mais quelque chose est venu troubler sa joie. Et s'il était la seule personne qui aurait pu faire quelque chose pour sauver le navire et les passagers ? À l'époque, les navires ne disposaient pas d'une technologie aussi sophistiquée qu'aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas voir une menace à l'horizon. Les jumelles étaient très utiles, mais les membres de l'équipage du Titanic n'avaient pas accès à la pièce où elles étaient conservées. David Blair était le responsable des clés. Il a quitté le navire précipitamment et a oublié de rendre les clés qui se trouvaient dans sa poche. Peut-être que si les membres de l'équipage avaient eu accès aux jumelles, ils auraient vu l'iceberg à temps et auraient eu le temps de changer de cap. Il est possible que l'iceberg géant qui a envoyé le Titanic au fond de l'océan ait été constitué de neige tombée dans le sud-ouest du Groenland. Les scientifiques ont même utilisé un modèle informatique pour calculer les trajectoires de l'iceberg au cours d'une année donnée en tenant compte des courants océaniques et des relevés météorologiques de l'année en question. Il est possible que l'iceberg ait mesuré 520 mètres de long et pesé environ 75 tonnes. Lorsqu'il est entré en collision avec le Titanic, il ne pesait plus que 1,5 tonnes. Violette Constance Jessop a été surnommée Miss Insubmersible. Elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle a rejoint l'équipage du Titanic en tant qu'hôtesse. Lors de la nuit tragique où le navire a heurté l'iceberg, elle était couchée dans son lit. Dès qu'elle a entendu que quelque chose se passait, elle s'est habillée et s'est rapidement rendue sur le pont. Violette a aidé les passagers à monter dans les canots de sauvetage. 4 ans plus tard, elle était sur le Britannic, le navire jumeau du Titanic. Une fois de plus, le navire commence à couler. Non seulement la femme a survécu à un nouvel accident, mais elle a également aidé d'autres personnes à s'échapper du navire avant qu'il ne disparaisse sous la surface. Nous sommes le 10 avril 1912. C'est une belle journée de printemps. Tu es l'un des passagers de première classe du Titanic. Le navire est sur le point de partir de Southampton. Imagine l'excitation des gens, l'air frais du printemps, le bruit de la mer. Tu te promènes sur le plus haut pont du Titanic et tu remarques les canaux de secours. Tu commences à les compter, puis tu te rappelles de combien de personnes peut transporter le navire. Un peu plus de 3000. Mais est-ce qu'il y a assez de canaux ? Voyons voir. Le Titanic pouvait transporter 64 canaux au total, ce qui aurait largement contribué au sauvetage de tous les passagers. Le concepteur, Alexander Carlyle, avait prévu d'équiper le navire de 48 canaux, mais finalement, le Titanic n'est parti qu'avec 20 canaux de sauvetage. À l'époque, il n'y avait rien d'illégal à ce que le nombre de canaux de sauvetage ne corresponde pas au nombre de passagers. En effet, le nombre de canaux était déterminé en fonction du poids d'un navire et non par rapport à sa capacité en passagers.
Dans le cas du Titanic, le nombre de ces canaux a été établi pour des questions esthétiques, afin de donner l'impression aux élites présentes à bord et aux passagers de première classe que les ponts étaient bien rangés. Quand cette décision concernant le nombre de canaux a été prise, Carlyle a démissionné. Les promenades sur le pont du Titanic devaient être bien agréables, mais est-ce que ça en valait le coup ? En 2021, 100 ans après la tragédie, de nouveaux documents concernant cette absence de canaux ont été découverts. Un inspecteur de sécurité nommé Maurice Clark aurait préconisé l'ajout de 10 canaux supplémentaires 5 heures avant le départ. Mais puisque la compagnie propriétaire du navire voulait absolument partir à l'heure, sa demande a été ignorée. Il a été conseillé à M. Clark de garder le secret sous peine d'être flanqué à la porte. Rétrospectivement, si les propriétaires avaient suivi son conseil, on estime que 700 personnes de plus auraient pu être sauvées. Les 20 canaux de sauvetage que tu viens de compter, ceux qui ont été chargés à bord, ne peuvent pas transporter plus d'un tiers des passagers, même à leur pleine capacité. Malheureusement, certains canaux ont été mis à la mer alors qu'il n'y avait que 12 personnes à bord. Ils auraient pu transporter jusqu'à 65 personnes chacun. Pour ne rien arranger, le personnel du Titanic n'était pas correctement formé à la mise à l'eau des canaux. C'est pour ça que les canaux ont été mis à l'eau trop tard, maladroitement et parfois sans la supervision nécessaire. Sur les 20 canaux de sauvetage, seuls 18 ont pris la mer correctement. De plus, les passagers n'étaient pas informés des mesures à prendre en cas d'urgence. Un exercice d'évacuation aurait dû avoir lieu le 14 avril, mais le capitaine l'a annulé. L'un des nombreux mythes liés au Titanic et à sa fin catastrophique concerne justement l'absence de canaux. Il n'existait aucune loi marine à l'époque qui indique que les femmes et les enfants doivent monter dans les canaux en premier. Mais c'était plutôt une habitude en cas d'accident. Les rumeurs ont commencé à circuler peu après le naufrage du Titanic dans les eaux glacées de l'Atlantique. On a raconté que des hommes désespérés se sont déguisés en femmes dans ces dernières minutes, peu avant minuit, ce 14 avril 1912. Ils voulaient obtenir une place sur les canaux et sauver leur peau. Il n'y a cependant aucune preuve que des passagers du Titanic aient recouru à un tel subterfuge. D'ailleurs, que sont devenus ces 20 canaux quand le navire a heurté l'iceberg ? Ce que l'on sait, c'est que tous les canaux ont été mis à l'eau entre minuit 40 et 2h15 du matin, et il y avait au total 718 personnes à bord. Lorsqu'elles ont été secourues par le RMS Carpathia vers 4h, seules 705 personnes étaient encore en vie. L'équipage du RMS Carpathia a mis plus de 4h30 pour repêcher tous les passagers et 13 canaux de sauvetage. Le Carpathia ne pouvait pas en embarquer plus. Le reste des canaux sans passagers a été laissé à la dérive. Les canaux récupérés ont été rendus à la White Star Line, la compagnie maritime britannique qui exploitait le Titanic. Bizarrement, après avoir été rendus, ces canaux ont apparemment disparu des registres officiels. La dernière image existante des 13 canaux de sauvetage restants remonte à leur déchargement dans le port de New York. Malheureusement, et non sans une certaine ironie, c'est là que le Titanic aurait dû se trouver le 18 avril 1912. Les canaux de sauvetage ont été débarrassés de tout type d'identification qui aurait pu rappeler le Titanic. Certains pensent que ces canaux ont été détruits. Mais est-ce vraiment le cas ? Le destin d'une embarcation en particulier a été source de débat. Le canot pliable A, le dernier à quitter le navire, a été récupéré par la RMS Océanique un mois après le naufrage. Il se trouvait alors à plus de 320 km du lieu de l'accident. On a retrouvé dans ce bateau une alliance sur laquelle étaient gravés les mots « Pour Gerda, ton Edward ». Un triste présage pour un couple disparu en mer après avoir réussi à se sauver du Titanic. Ce couple a été successivement identifié. Il s'agissait d'Edward et Gerda Lindell, un couple parti de Suède qui allait s'installer aux États-Unis. Selon certains témoignages, M. Lindell aurait réussi à monter dans le canot pliable A, mais pas sa femme. Aucun des deux n'a été retrouvé et l'alliance a été renvoyée au père de Gerda. La découverte du canot pliable A a été documentée par des photos prises par l'équipage du RMS Océanique et par un compte-rendu détaillé écrit à la main par un passager. Tous les témoins racontent que le bateau ressemblait plus à un morceau de bois porté par les vagues qu'à une embarcation. Le premier canot du Titanic mis à la mer était le canot 7. Il a été surnommé le canot millionnaire.
On raconte que les 12 passagers à bord auraient soudoyé l'équipage pour que le canot soit tout de suite mis en sécurité, empêchant ainsi que d'autres passagers y montent. En 2015, certains objets découverts à bord de ce canot, comme le menu du déjeuner, un billet et une lettre d'un des passagers, ont été mis aux enchères par un commissaire-priseur de New York. Peu après la catastrophe du Titanic, tous les navires ont reçu l'obligation d'avoir assez de canots de sauvetage pour tous les passagers et l'équipage. Il est probable que les canots du Titanic aient en fait été remis en état et réaffrétés sur d'autres navires, tels que le RMS Olympique, la grande sœur du Titanic. Il se peut aussi que certains aient été vendus à des collections privées ou simplement abandonnés dans un coin. Après tout, ils étaient considérés comme des porte-malheurs et la plupart des équipages n'en voulaient pas sur leur navire. Malheureusement, il est difficile d'obtenir des informations précises sur leur compte aujourd'hui. Les propriétaires des embarcations n'ont livré aucune déclaration après le sauvetage. Il semblerait qu'aucun élément originel de ces canots ne soit parvenu jusqu'à nous, mais les musées de Falmouth en Angleterre et de Belfast en Irlande du Nord en conservent des reproductions en taille réelle. Un canot de la White Star Line a été retrouvé, mais il ne faisait pas partie des canots du Titanic. Il avait pourtant un lien avec eux. Ce canot est le canot 6 du RMS Océanique, avec lequel on a repêché le bateau pliable C du Titanic. Il appartenait à une collection privée. Tout comme les canots du Titanic, personne ne sait où ils se trouvent aujourd'hui. En ce qui concerne les plaques et les signes d'identification des canots, il semblerait que la White Star Line les ait conservés. Certains de ces objets ont été vendus aux enchères et achetés par des collectionneurs. On dit que Rick Springfield posséderait l'une de ces plaques. Une plaque d'identification en particulier avait déjà disparu quand les employés de la White Star Line ont secouru les canots. Il s'agit de la plaque du canot 8 qui avait été récupérée par un marin du nom de Thomas Jones. Plus tard, il l'a offerte à une autre survivante du Titanic, la comtesse de Rhodes, avec une lettre faisant gage du lien qui les unissait depuis la nuit du naufrage. D'autres objets semblables sont conservés dans des différents musées, comme le Larne Museum and Art Center en Irlande du Nord ou le Worcester City Art Gallery and Museum. Pour être honnête, certains experts considèrent que même s'il y avait eu plus de canots de sauvetage à bord du Titanic, il n'y aurait peut-être pas eu assez de temps pour tous les mettre à l'eau. L'impact a été vraiment très fort. Plusieurs chercheurs ont montré que tout s'est passé si vite après la collision avec cet iceberg qu'il est assez incroyable qu'autant de personnes en aient réchappé. La nuit était sombre et effrayante. Quelques centaines de personnes étaient assises dans des canots de sauvetage, ne sachant ni ce qui allait se passer ensuite, ni à quoi leur vie allait ressembler. À partir de ce moment-là, tout ce qu'ils savaient, c'est que le navire géant sur lequel ils naviguaient quelques heures plus tôt avait disparu sous leurs yeux. Ils étaient seuls et attendaient de l'aide. Quelqu'un allait-il venir ? Ils ne savaient pas si les autres navires, qui voyaient relativement près d'eux, avaient entendu leur appel à l'aide. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre. Le Titanic, un iceberg et la nuit du 14 avril 1912. C'est l'un des récits les plus célèbres de l'histoire moderne dont tout le monde parle encore aujourd'hui, plus de 100 ans après. Les 16 canots de sauvetage embarqués à bord ne pouvaient accueillir qu'un peu plus de 50% du nombre total de passagers. Et beaucoup d'entre eux étaient encore à moitié vides. Dans l'un d'eux, il y avait une fille de 2 mois, Milvina Dean. C'était la plus jeune passagère à bord du navire géant. Ses parents avaient décidé de quitter l'Angleterre car ils rêvaient d'une vie meilleure aux États-Unis. Son père avait de la famille au Kansas et il espérait qu'ils pourraient y créer leur propre entreprise. La famille Dean n'avait pas vraiment choisi d'être à bord de ce paquebot géant légendaire, mais à cause d'une grève du charbon, ils avaient été transférés là de sorte qu'ils ont embarqué à Southampton comme passagers de 3e classe. Le père de Milvina a ressenti quelque chose lorsque le navire a heurté l'iceberg pendant cette nuit froide et apparemment paisible. Il est immédiatement monté pour enquêter. Quand il a vu que les gens paniquaient et que les membres de l'équipage donnaient des avertissements sur le danger réel de la situation, il s'est précipité dans la cabine pour trouver sa femme. Il lui a dit d'habiller les enfants et de monter rapidement sur le pont. Les membres de l'équipage ont donné l'ordre de préparer les canots de sauvetage et de commencer à y transférer les femmes et les enfants en premier.
C'était une chance pour au moins quelques membres de la famille de se mettre en sécurité. Milvina, sa mère et son frère sont montés dans le canot de sauvetage numéro 10. Ils ont été parmi les premiers à quitter le paquebot sur les 706 membres d'équipage et passagers qui ont réussi à s'échapper du navire en train de couler. Plus tard, un paquebot du nom de Carpathia a entendu leur appel à l'aide et est venu chercher les passagers, puis les a emmenés à New York. Malheureusement, son père était resté derrière eux et n'a pas réussi à se sauver. Milvina a grandi dans la petite ville d'Ashhurst, en Angleterre, qui n'était pas très loin de l'endroit où elle avait embarqué sur le Titanic. Elle a passé sa vie à travailler comme secrétaire et assistante dans de petites entreprises de Southampton. Elle ne s'est jamais mariée. Milvina disait toujours qu'elle ne parlait jamais de toute l'histoire du Titanic parce qu'elle ne se souvenait de rien et qu'elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle attirait l'attention sur elle. En 1985, une équipe franco-américaine s'est rassemblée et a localisé l'épave du Titanic. Elle se trouvait à environ 600 km à l'est de Mistaken Point, à Terre-Neuve, à plus de 3000 mètres de profondeur. C'est alors qu'ils ont confirmé que le navire s'était fendu en deux. Pendant des décennies, les gens avaient cru que le navire avait coulé en un seul bloc. Ils pensaient que les seuls dégâts importants étaient ceux subis par la coque lors de son contact avec l'iceberg. En réalité, il s'est brisé en deux entre sa 3e et sa 4e cheminée. Cela s'est produit peu de temps avant que le navire ne disparaisse sous la surface de l'eau et à partir du moment où ils ont heurté l'iceberg. Tout le processus n'aura duré qu'environ 2h40. Les gens n'accordaient pas tant d'attention au Titanic jusqu'à ce que cette équipe de chercheurs en découvre l'épave. Au cours des dernières années de sa vie, Milvina a vendu certains des biens de sa famille aux enchères afin de payer son séjour dans une maison de retraite. Les objets qu'elle a vendus comprenaient également une valise remplie de vêtements que sa famille avait reçus à leur arrivée aux États-Unis et des lettres d'indemnisation que sa mère avait reçues du Titanic Relief Fund. Ces lettres d'indemnisation décrivaient l'aide financière que recevraient certains passagers qui avaient survécu à la perte de leurs proches. Milvina aura vécu jusqu'à l'âge de 97 ans avant d'attraper une pneumonie. Elle était la plus jeune des 705 personnes qui ont survécu à l'événement. Le Titanic était le plus grand navire du monde. Comme il était si grand, certains pensaient que le navire aurait dû avoir 4 cheminées d'échappement. Mais Thomas Andrews, l'homme qui avait conçu le navire, pensait que seules 3 étaient nécessaires. Le Titanic avait donc une cheminée purement décorative. 2200 personnes étaient à bord lorsque le navire a coulé. Il y avait 908 membres d'équipage et le nombre maximum de passagers était de 3500. Comme tu l'as probablement vu dans le film, il y avait différentes classes de passagers. La richesse cumulée estimée de ceux qui étaient en première classe était d'environ 500 millions de dollars. Et les chercheurs ont estimé que des objets d'une valeur de 6 millions de dollars ont coulé au fond de l'océan avec le navire. La première classe était un lieu de grand luxe. Il s'y trouvait 4 restaurants, 2 bibliothèques, 2 salons de coiffure, des salons de lecture et une chambre noire pour la photographie. Il y avait aussi une piscine chauffée, mais seuls les passagers de première classe pouvaient l'utiliser, au prix exorbitant d'1 shilling. Le navire disposait aussi de bains turcs et d'équipements électriques et les passagers pouvaient les utiliser pour 4 shillings. Le coût de la construction de ce géant massif aura été de 7,5 millions de dollars, mais c'était en 1912. Aujourd'hui, cela représenterait environ 200 millions de dollars. Les billets de première classe coûtaient 2560 dollars à l'époque, ce qui équivaut à 61 000 dollars d'aujourd'hui. Qu'obtenais-tu dans ces cabines coûteuses ? Un salon, 2 chambres, 2 vestiaires et une salle de bain. Et serais-tu prêt à débourser autant d'argent pour ce luxe aujourd'hui ? Les équipes de chercheurs n'ont toujours pas exploré de nombreuses zones du Titanic et il est encore difficile d'y accéder avec des véhicules sous-marins. Un exercice de canot de sauvetage était prévu le jour même où le Titanic a coulé, mais il a été annulé pour une raison inconnue. L'équipage n'avait fait qu'un seul exercice d'embarcation de sauvetage et c'était lorsque le navire était encore à quai. Mais même si les membres de l'équipage avaient été correctement formés et que chaque canot de sauvetage avait été rempli, la capacité n'aurait toujours pas été suffisante pour sauver chaque passager. Le Titanic était le plus gros objet mobile du monde à l'époque. Le 31 mai 1911, son immense coque a été descendue des cales sèches et s'est retrouvée sur le fleuve Lagan à Belfast. Plus de 100 000 personnes étaient présentes pour assister au lancement, qui a duré un peu plus d'1 minute et s'est déroulé sans problème. La coque a immédiatement été remorquée vers un dock d'aménagement immense. Des milliers d'ouvriers y ont passé la majeure partie de l'année suivante
a travaillé dur à construire les ponts et à aménager tous ces intérieurs luxueux qui ont donné au Titanic son aspect si unique. Ils ont aussi installé les 29 chaudières géantes qui allaient alimenter les 2 principales machines à vapeur du navire. Tout cela pour revendiquer le titre d'insubmersible. Le navire avait plus d'un seul défaut fatal. Tu as peut-être entendu parler d'un de ses défauts de conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela permettait à l'eau de passer d'un compartiment à l'autre, ce qui a fini par couler le paquebot. Mais le Titanic avait d'autres avaries. La forte teneur en soufre, les températures froides et les vitesses élevées ont largement affecté l'acier de la coque du navire et le fer de ses rivets. L'acier s'est brisé tandis que les rivets se sont détachés plutôt aisément. C'est la raison pour laquelle le Titanic a coulé 24 fois plus vite que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il existe de nombreuses théories sur ce qui a réellement conduit au naufrage d'un tel géant. L'une d'entre elles affirme qu'une pleine lune survenue quelques mois auparavant aurait pu être l'une des raisons. Elle a peut-être créé des marées très fortes qui ont envoyé une flottille d'icebergs vers le sud, pile au moment du voyage inaugural du Titanic. Selon les recherches, une illusion d'optique a empêché le navire d'obtenir de l'aide. Un célèbre historien britannique, Tim Maltin, pense que l'atmosphère de la nuit du naufrage a créé des conditions spécifiques qui ont rendu très difficile pour les membres de l'équipage de repérer les icebergs. Elles ont provoqué ce qu'on appelle une super-réfraction. Cette courbure extraordinaire de la lumière provoque des mirages, et plusieurs navires dans la zone l'ont enregistré. Non seulement cela a empêché l'équipage de voir l'iceberg à temps, mais cela a aussi empêché l'un des navires qui aurait pu offrir son aide d'identifier l'appel à l'aide et de communiquer avec l'équipage du Titanic. De plus, certains spécialistes affirment que le navire voyageait trop vite. Dès le début, ils ont blâmé le capitaine pour avoir fait naviguer un si gros paquebot à une telle vitesse, 22 nœuds, dans les eaux froides et imprévisibles de l'Atlantique Nord, qui était plein d'icebergs à l'affût. Avril 1912 a été marqué par l'une des plus terribles tragédies de l'histoire du monde. Un paquebot de légende conçu pour être insubmersible à la pointe de l'ingénierie de son temps, l'énorme Titanic a coulé. Par cette nuit sombre et sans lune, le navire a manqué plusieurs occasions de pouvoir sauver ses passagers. Un autre bateau qui naviguait à quelques kilomètres de là aurait pu lui porter secours, ce qui n'a pas été le cas. Il ne s'agit pourtant pas d'un navire fantôme, pas plus qu'une légende ou une simple théorie. C'est une réalité documentée, mentionnée dans les archives et dans les déclarations de témoins qui la confirment. Alors pourquoi n'est-il pas venu en aide aux géants en détresse? Découvrons ce qui s'est passé cette nuit-là en examinant ces événements de 3 points de vue différents. Commençons par celui du principal intéressé, le Titanic. 23h30. La lune est voilée de nuages noirs. La visibilité est mauvaise. Tout est calme à bord. Sous la direction du capitaine, l'opérateur de communication reste en contact avec le continent par radio. À ce moment-là, un inconnu s'introduit sur la fréquence interrompant la communication de l'opérateur. On ne sait pas très bien ce que veut cet homme étrange et de quoi il parle. L'opérateur n'essaye pas de le comprendre. Il crie sur cet homme en lui demandant de se déconnecter. La connexion est interrompue. À 23h40, le Titanic s'écrase latéralement contre un iceberg. La glace brise la coque. L'eau commence à inonder les ponts inférieurs. Personne ne panique encore. 20 minutes plus tard, à minuit, l'équipage envoie un signal de détresse par radio. Peu de gens comprennent à quel point la situation est grave. Après 20 minutes, à minuit 20, on commence à descendre des canaux de sauvetage avec des passagers. À minuit 25, ils reçoivent une réponse au signal de détresse. C'est le RMS Carpathia. Leur capitaine rapporte qu'il navigue déjà à vitesse maximale vers le Titanic. Malheureusement, il se trouve à près de 93 km du site de l'accident, ce qui signifie qu'ils n'arriveront pas avant 4 heures. À minuit 45, l'équipage du Titanic lance des fusées de signalement. Ces fusées se trouvent être l'une des causes principales du destin terrible qui attend une partie des passagers à bord. Mais nous y reviendrons. 90 minutes plus tard, le pont du Titanic se brise et le paquebot plonge sous l'eau. À 4h10, le Carpathia arrive enfin à l'endroit du naufrage. L'équipage mettra tout en œuvre pour sauver les survivants. Ils récupèrent 705 personnes à leur bord. C'est là qu'un autre navire apparaît. Il s'agit du SS Californian. Le Carpathia vogue vers la côte de New York, rempli de ses rescapés.
Pendant ce temps, le Californian reste sur place dans l'espoir de trouver d'autres survivants au milieu des débris. Sans succès. Ce navire n'était qu'à quelques kilomètres de là, alors que le Titanic s'enfonçait dans les eaux glacées. Le Californian aurait pu sauver des vies, mais il en fut autrement. Son capitaine, Stanley Lord, aurait donc commis l'un des actes les plus intolérables qui puissent exister aux yeux d'un marin. Il n'a pas porté secours à un navire en perdition. Lorsque le monde entier l'a découvert, le capitaine Lord a été la cible de la haine populaire. Les charges à son encontre n'ont pas pu être retenues et il n'a pas été condamné lors du procès qui a suivi la catastrophe. Toutefois, sa carrière a été définitivement ruinée car aucune compagnie maritime n'a voulu l'embaucher après les faits. Malgré cela, il n'a jamais avoué sa responsabilité et cela jusqu'à sa mort. Peu de temps avant son décès, il a d'ailleurs expressément clamé son innocence. S'il dit vrai, alors que s'est-il passé? Allons voir du côté du Californian. C'est la nuit du 14 avril. Le Californian navigue dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Le navire entre dans une zone où il y a de nombreux icebergs. À 22h10, le capitaine Lord décide de mettre son vaisseau à l'arrêt. Il est trop dangereux de se déplacer dans cette zone car en cas d'impact, la coque risque d'être endommagée. À 23h, le Californian commence à dériver. Se déplacer dans de telles conditions est extrêmement difficile, surtout avec une si mauvaise visibilité. Le capitaine sait que le Titanic doit passer par là. Il ordonne donc à l'opérateur radio d'avertir le navire du danger. L'opérateur radio, dénommé Evans, allume l'émetteur et essaie de contacter le Titanic. Au bout d'environ 30 minutes, la connexion est enfin établie. À ce moment-là, l'opérateur radio du Titanic est en communication avec le continent. Evans interrompt la conversation et essaye d'avertir le Titanic du danger qu'il court. L'opérateur ne comprend rien à ce que dit Evans et s'agace de son irruption intempestive sur le canal radio. Il se met en colère, crie sur Evans et finit par couper la connexion. Lassé, Evans éteint l'émetteur et informe ses supérieurs de l'incident. La façon dont le capitaine a réagi à cette nouvelle reste un mystère. Il a probablement pensé que le Titanic était au courant du danger. Il laisse Evans aller se coucher. Si Evans n'avait pas éteint la radio et était resté éveillé 1 heure de plus, il aurait entendu le signal de détresse provenant du Titanic. Difficile pourtant de le blâmer dans ces circonstances. En effet, il n'a aucune raison officielle à ce stade de ne pas quitter son poste. Il est épuisé et ne pouvant pas lutter contre la somnolence, il va se coucher. Le Titanic, pendant ce temps, commence à couler. Son capitaine envoie un signal de détresse. L'opérateur à bord du Carpathia le capte, mais pas le Californian dont le récepteur est coupé. Le capitaine Lord n'arrive pas à dormir. Il sent que quelque chose ne va pas. Le Titanic est en train de s'enfoncer dans l'eau et cela va très vite. Le capitaine donne l'ordre de lancer les fusées, erreur qui s'avérera fatale. Les feux d'avertissement lancés ne sont pas rouges. Pour une raison quelconque, l'équipage a oublié de charger les fusées rouges. Le ciel s'est donc illuminé d'une lumière blanche éclatante. Cependant, pour signifier une situation de détresse, le protocole stipule qu'il faut utiliser des feux de couleur rouge. Le capitaine Lord voit ces lumières mais ne les perçoit pas comme un appel à l'aide. Il ne lui vient même pas à l'idée que ces fusées rouges que l'on trouve sur tous les bateaux pourraient venir à manquer à bord d'un navire tel que le Titanic. Et pourtant, c'est bien le cas. Le capitaine Lord pense que le Titanic s'éloigne. Il y a peut-être une raison inconnue derrière ces lumières blanches, mais il ne le sait pas vraiment. Le capitaine Lord n'a donc aucune idée que le Titanic est en train de couler. Il décide quand même de contacter le navire, mais cette fois pas par radio. Le capitaine Lord ne réveille pas l'opérateur et envoie un signal au Titanic par le biais d'une lampe de signalisation. Il est important de comprendre que de nombreux marins de la vieille école ne prenaient pas la communication radio au sérieux. Ils ne saisissaient pas la valeur de cette technologie. C'est pourquoi le capitaine Lord ne réveille pas Evans. Il envoie des signaux lumineux, mais le Titanic ne répond pas. De nombreux survivants ont mentionné plus tard avoir vu les flashs de lumière en question, mais ils n'ont rien pu faire sur le moment. L'équipage du Californian n'entend pas leurs appels à l'aide. À 2h20, le Titanic s'enfonce complètement sous l'eau. Environ 2 heures plus tard, l'opérateur radio Evans se réveille et allume le récepteur. Il entend de nombreux sauveteurs parler du navire englouti. Evans comprend tout de suite ce qu'il se passe et en fait part au capitaine. Le Californian se dirige immédiatement vers le site de l'accident. Ils y trouvent le Carpathia, avec les survivants à son bord, qui se met en route vers New York. Le Californian continue à chercher des gens à qui porter secours, mais en vain. Le Californian retourne sur le continent,
La nouvelle concernant le navire qui aurait pu sauver le Titanic se répand dans tout le pays et le procès commence. Le capitaine Stanley Lord et l'équipage racontent leur version des faits. Ils disent que leur navire s'était immobilisé. Beaucoup de gens ne les croient pas et certains des passagers survivants affirment même avoir vu le Californian passer. Malgré tout, le juge les déclare innocents. 1962, le capitaine Stanley Lord est un homme très âgé. Il appelle un notaire pour faire une confession officielle dans laquelle il jure qu'il n'est pas coupable. Et si ce n'était pas le Californian qui était passé près du Titanic à ce moment-là? C'est là que la théorie du Samson entre en jeu. Ce navire de chasse navigue dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. L'équipage ne dort pas. Ses membres étudient attentivement les environs, non par peur des icebergs, mais bien parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de croiser les gardes-côtes américains. L'équipage du navire Samson chasse des phoques, ce qui est illégal. À minuit 45, le capitaine du Samson voit des fusées de signalisation blanches. L'équipe est sûre qu'il s'agit des gardes-côtes. Ils éteignent alors leur lumière et s'éloignent. Il fait nuit noire et ils ne remarquent pas le Titanic qui coule. Une fois revenus sur la côte de l'Islande, ils entendent parler de la catastrophe. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont abandonné des gens à la noyade. Le neveu d'un des membres de l'équipage du Samson lit cette histoire dans le journal de bord de son oncle et demande la permission de publier ses écrits. Tout le monde réalise que le capitaine Lord n'était effectivement pas coupable. Malheureusement, il n'a pas vécu pour voir la vérité triompher. En fait, il reste difficile de désigner un véritable coupable dans cette histoire. Le navire se trouvait à proximité du Titanic. Leurs capitaines étaient des hommes compétents. Ils auraient pu aider à sauver tous les passagers. Le problème est qu'ils n'ont pas pu réaliser à temps le drame qui se jouait en cette nuit sombre. Quelqu'un avait oublié les fusées rouges et ce qui semblait être un tout petit détail apparemment insignifiant a finalement eu des conséquences énormes dans cette tragédie. C'était le début de l'année 1912. Un morceau de glace géant s'était détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. La glace était composée de neige qui était tombée des milliers d'années avant l'événement. Peut-être même à l'époque où les mammouths parcouraient encore la Terre. L'iceberg a alors entamé son voyage. C'était un objet colossal, plus de 520 mètres de long et pesant plus de 75 millions de tonnes. Mais c'était aussi un morceau de glace très timide. Il s'est tenu à l'écart des navires et des voies de transport fréquentées. Et puis, pour une raison quelconque, il a flotté beaucoup plus au sud que les autres icebergs. Notre iceberg a eu de la chance, les autres fondent généralement bien avant d'arriver sous ces basses latitudes. Sur les 30 000 icebergs qui dérivent des glaciers du Groenland, seuls 1% parviennent à atteindre l'Atlantique. Même après avoir fondu dans l'eau pendant des mois, cet énorme bloc de glace était encore presque 2 fois plus lourd que le Golden Gate. La partie supérieure de l'iceberg dépassait de 10 étages la surface de l'océan. Plusieurs jours avant que notre iceberg n'atteigne l'océan Atlantique, un magnifique navire a quitté le port. C'était un paquebot de luxe transportant plus de 3000 passagers et membres d'équipage. À l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit. Il s'agissait du Titanic. La fameuse collision a eu lieu le 14 avril, alors que le navire se trouvait dans l'Atlantique Nord, à 600 km de Terre-Neuve. Incapable de dévier suffisamment sa trajectoire, le navire a rompu au moins 5 des compartiments de sa coque. Ils ont commencé à se remplir d'eau à une vitesse alarmante. Les compartiments du Titanic n'étaient pas fermés en haut. C'est pourquoi l'eau a débordé et a commencé à inonder chaque compartiment successif. L'avant du navire a commencé à s'enfoncer, conduisant la partie arrière à se soulever verticalement dans les airs. Et puis, dans un rugissement assourdissant, le paquebot s'est brisé en deux. Le reste appartient à l'histoire. Mais qu'est-il arrivé à l'iceberg après cela? Le 15 avril, le paquebot allemand SS Prinz Adalbert naviguait dans l'Atlantique Nord. Il croisait à quelques kilomètres de l'endroit où le Titanic avait coulé plusieurs heures auparavant. Le chef de cabine du navire allemand, qui n'avait pas encore appris la catastrophe, a vu un iceberg. Ce qui a attiré son attention, c'est une grande traînée de peinture rouge qui longeait la base de l'iceberg. Surpris, l'homme a pris une photo de sa découverte. Il pensait que la peinture signifiait qu'un navire avait heurté l'iceberg au cours des 12 dernières heures. La personne suivante qui a vu l'iceberg et en a pris une autre photo était le capitaine d'un navire posant des câbles de télécommunication en haute mer. Le navire avait été envoyé pour aider dans la zone où le Titanic avait coulé.
Le capitaine a plus tard affirmé que l'iceberg qu'il avait vu était le seul dans cette zone. Si l'on ajoutait la peinture rouge, il n'était pas difficile de faire le lien. En 2015, l'une de ces photos s'est vendue aux enchères pour plus de 32 000 $. Et pourtant, les experts ne sont pas certains que l'image montre vraiment le tristement célèbre bloc de glace. Il pourrait s'agir d'un simple iceberg qui flottait à proximité à ce moment-là. Le grand navire insubmersible avait disparu, coulé au fond de l'Atlantique Nord où il se trouve encore aujourd'hui. Mais l'iceberg a continué sa route, laissant perplexes quelques témoins et se fondant lentement dans l'eau environnante. Il a disparu complètement avant la fin de l'année. À 23h40, le Titanic a percuté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord. De nombreux objets ont été retrouvés et restaurés. Des parties du navire, des bijoux et des assiettes, pour n'en citer que quelques-uns. Il a fallu environ 3 heures pour que le navire soit complètement submergé dans ces lointaines eaux glacées. La nuit était froide et très animée. L'orchestre jouait et sa musique enchantait les passagers. Tout le monde était impatient d'arriver en Amérique. En 1912, traverser l'Atlantique en bateau était encore considéré comme un événement extraordinaire. Mais au fil de la journée, un vague sentiment de malheur imminent fit son chemin dans l'esprit du capitaine et des membres de l'équipage. Personne d'autre ne l'éprouvait cependant. Pour la plupart des passagers, rien ne pouvait arriver et la nuit s'annonçait des plus tranquilles. Pour eux, le Titanic était insubmersible. Quand on pense au Titanic, on songe rarement au personnel du courrier. Et oui, il y avait bien des agents de la poste à bord dont la mission était d'apporter du courrier en Amérique. C'est un métier tout ce qu'il y a de plus banal en apparence, mais pour être accepté, il fallait passer un examen très difficile. Et seuls les meilleurs candidats étaient sélectionnés. John Starr March, un Américain, était l'un de ces postiers qui gagnait entre 1000 et 1500 $ par an en travaillant sur le Titanic. En 1912, c'était un très beau salaire. Il ne faisait pas officiellement partie de l'équipage du navire, l'équipe du courrier était placée près des quartiers de 3e classe. Mais en jouant de leur influence, et avec beaucoup de ténacité, ils avaient obtenu un meilleur traitement, ainsi que l'accès à une salle à manger particulière. March s'était fait embaucher car il avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Et travailler sur un grand navire traversant l'océan lui convenait parfaitement. Il avait 51 ans à l'époque et était originaire du New Jersey. Malheureusement, il se trouvait à bord lors du naufrage du célèbre navire et il n'a pas survécu. Mais on a retrouvé une montre à gousset qui nous donne un petit aperçu de ce qui a pu se passer lors de cette soirée fatidique. Il s'agit d'un loquet en or gravé en filigrane et portant la marque de l'Elgin National Watch Company. À première vue, on se dirait qu'il s'agit du genre d'antiquité qu'on pose au-dessus d'une cheminée pour faire joli. Mais l'objet présente quelques particularités inhabituelles. Il y a des signes évidents d'infiltration d'eau sous le verre et les aiguilles noires de la montre indiquent exactement 1h27. On peut se demander pourquoi elle s'est arrêtée à ce moment précis. Que faisait son propriétaire ? Les préposés au courrier assuraient le tri des envois postaux de manière parfaitement efficace à bord du Titanic. Ce n'était pas chose courante sur un navire de croisière. Les paquebots transportent généralement des sacs fermés pour charrier le courrier d'un port à l'autre. Mais la salle de tri installée à bord du Titanic permettait aux passagers d'envoyer des cartes postales à chaque fois que le navire accostait dans les zones de transit, en Irlande et en France. D'après ce qu'on sait, les passagers ont commencé à retourner dans leur cabine vers 23h. Mais certains d'entre eux traînaient encore dans les salles communes pour profiter de la soirée. Les 5 postiers fêtaient l'anniversaire d'un de leurs collègues dans leur réfectoire. 5 minutes avant la collision, les membres de l'équipage ont repéré l'iceberg et ont sonné 3 fois la cloche pour avertir qu'un objet se trouvait droit devant eux. L'ordre a été donné de manœuvrer vers la gauche ou, comme le voulait encore l'usage au siècle dernier, de parer à tribord toute et que les moteurs fassent machine arrière. Cela n'a pas été suffisant pour éviter la catastrophe. À 23h40, le Titanic a percuté l'iceberg et le désastre s'est invité à bord. Non seulement l'eau a commencé de s'infiltrer dans le navire, mais la panique a saisi les passagers et les membres d'équipage. Le capitaine Smith s'est rendu sur le pont et on l'a informé que le Titanic avait heurté un iceberg. Et au même moment, la salle du courrier a commencé à se remplir d'eau.
Nous savons que le navire de 269 mètres a été complètement submergé vers 2h20 du matin, avec 706 survivants. Entre le moment de l'impact et le naufrage, le chaos a été total. À minuit, on a commencé à préparer les canots de sauvetage pour l'évacuation des passagers. Des ordres ont été donnés pour que les femmes et les enfants montent en priorité, avec quelques hommes d'équipage pour les guider. Le problème était que les 20 canots de sauvetage disponibles ne pouvaient accueillir que 1178 personnes sur un total de plus de 2200 passagers. March et ses collègues se sont remis à trier le courrier. Des ordres contradictoires ajoutaient au désordre général. Chaque seconde, l'eau glacée s'infiltrait un peu plus dans le navire. 15 minutes après minuit, le capitaine Smith a ordonné à son équipage d'envoyer un signal de détresse. Même si le SOS existait déjà à l'époque du Titanic, le code CQD était encore largement utilisé. CQ est un appel général et D veut dire détresse. Le SS Frankfurt était trop loin pour aider, même s'il fut l'un des premiers à répondre. Le navire jumeau du Titanic, l'Olympique, répondit lui aussi, mais il était également trop éloigné. À minuit 20, le Carpathia reçut le signal de détresse et changea son cap, mais il se trouvait à 107 km de distance. Pendant ce temps, l'eau continuait de s'infiltrer à une vitesse alarmante. Il n'était pas facile de garder le calme à bord, on pressentait que le navire pouvait s'enfoncer dans les eaux glacées en seulement quelques heures. De nombreux passagers se trouvaient alors déjà à bord des canots de sauvetage, attendant de descendre dans l'eau. Les musiciens continuaient à jouer pour ceux qui attendaient encore. Du salon de première classe où ils étaient installés, ils étaient passés directement sur le pont. On ignore combien de temps ils ont joué et les morceaux choisis. Aucun des musiciens n'a survécu. Les 5 postiers continuaient eux aussi de travailler pendant que le navire coulait. Selon un officier, la salle du courrier était déjà remplie d'eau jusqu'au niveau des chevilles et les postiers s'efforçaient de sauver le plus de courrier possible. March était l'un d'entre eux. Des sacs postaux flottaient partout. Il s'occupait en priorité du courrier recommandé. Des témoins du naufrage ont raconté que les postiers apportaient des sacs sur le pont pour les protéger de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont aussi raconté que des sacs flottaient sur l'eau glacée. Ce n'est qu'à 0h45 que le canot de sauvetage numéro 7, situé sur le côté gauche du navire, a été descendu dans l'eau. Même s'il pouvait accueillir environ 65 personnes, seules 27 personnes se trouvaient à son bord. De nombreux canots transportaient moins de passagers que leur capacité maximale autorisée. L'équipage craignait qu'ils ne chavirent s'ils étaient surchargés. Selon quelques témoignages, certaines personnes refusaient même de monter dans les canots, préférant continuer de croire que le Titanic était insubmersible. Au même moment, la première des 8 fusées de détresse fut envoyée, mais cela n'eut aucun résultat. À 0h55, les 2e et 3e canots de sauvetage ont été descendus sur les eaux et 2 passagers masculins ont sauté à bord. 5 minutes plus tard, un autre canot a été descendu avec environ 39 personnes à son bord. À ce moment-là, l'eau touchait déjà le bas du grand escalier. Au cours des 20 minutes suivantes, d'autres canots ont été descendus, la plupart d'entre eux bien en dessous de leur capacité. Et toujours aucun secours en vue. Le Carpathia était toujours en route. La panique et la tension grandissaient. Ceux qui restaient sur le pont exprimaient leur colère. Vers 1h30 du matin, la situation devint incontrôlable. L'embarquement organisé des passagers vers les canots de sauvetage dut être interrompu. Et la montre de March, arrêtée 3 minutes plus tôt, suggère qu'il a pu participer à la bagarre opposant les membres de l'équipage aux passagers. Il a fallu 3 heures pour que le Carpathia arrive enfin. March ne faisait pas partie des survivants. Sa montre s'est avérée être l'une des découvertes essentielles parmi les objets retrouvés dans l'épave du Titanic. Elle a par la suite été rendue à ses 2 filles. Et aujourd'hui, elle se trouve dans l'une des collections du Musée national de la Poste. March a fait ce qu'il devait faire dans une situation désespérée. Le temps était extrêmement précieux pour les passagers du navire. Et cette montre nous a permis d'en savoir un peu plus sur l'histoire à la fois tragique et passionnante du Titanic. T'es-tu déjà demandé ce qu'il reste du Titanic de nos jours ? Si tu ne vis pas dans une grotte, tu sais probablement que cela fait plus de 100 ans que le navire, le plus célèbre du monde, est devenu une épave. Le RMS Titanic, le plus grand paquebot du monde au début des années 1900, a coulé lors de son voyage inaugural, quelques jours seulement après avoir quitté le port.
Le navire a heurté un iceberg le 14 avril 1912, emportant plus de 1500 passagers sur les plus de 2200 qui se trouvaient à bord du navire à ce moment-là. Même si cela peut paraître choquant. Le Titanic a été construit en 3 ans et a coulé en 3 heures seulement, sachant que de nos jours, la construction du navire aurait coûté plus de 210 millions de dollars. Il a été vu pour la dernière fois à la surface de l'Atlantique à 2h20 du matin. Et pendant plusieurs décennies, c'est la dernière fois que les gens l'ont vu. Ce n'est qu'en 1985 que l'océanographe Robert Ballard a découvert l'endroit où se trouvait l'épave du navire. Et certaines parties du Titanic sont redevenues visibles. L'une des premières découvertes faites par l'expédition de Ballard est que le bateau a effectivement été coupé en 2 avant de couler. Les premières missions d'exploration de la partie du fond de l'océan où repose aujourd'hui le Titanic ne permettaient de voir que la coque et le pont du navire. Selon Ballard, le principal objectif de ces missions était de comprendre comment préserver les ruines de la détérioration. Un autre objectif était de récupérer les très nombreux objets personnels éparpillés au fond de l'océan. L'explorateur a ensuite déclaré que la vue du fond était aussi choquante qu'émouvante. Dans le champ de débris qui entourait l'épave, l'océanographe a découvert une multitude de petits objets et des faits personnels, dont beaucoup ont été ramenés à la surface. Il y avait des chaussures, certaines plus chics que d'autres. Il y avait des morceaux de vêtements qui appartenaient à des membres de l'équipage. Il y avait d'énormes hélices. Si à la surface elles brillaient et resplendissaient, au fond de l'océan, elles étaient enfuies et dévorées par le sable. Ballard a souligné que la zone où les ustensiles de cuisine étaient éparpillés mesurait plus d'1,5 km de long. Il y avait assez d'assiettes, de casseroles et de poêles pour remplir une cuisine industrielle entière. Pour la toute première fois, des séquences d'animation en 3D révèlent des images passionnantes. Les simulations montrent l'évolution du Titanic depuis son premier départ en 1912 jusqu'à l'état de son épave aujourd'hui. Mais les simulations n'étaient pas suffisantes pour le goût de James Cameron, amoureux des profondeurs, qui envisageait de se rendre au cœur de l'épave pour la toute première fois dans l'histoire du navire. Oui, le même James Cameron qui a réalisé le très célèbre film sur le navire. Il a ainsi plongé 33 fois pour visiter l'épave du Titanic. Voici un petit détail amusant. Le réalisateur affirme que sa véritable passion a toujours été l'océan et que depuis qu'il était enfant, il voulait étudier la mer. Le cinéma, disons, est devenu son travail de tous les jours. Et lorsque la possibilité de réaliser Titanic s'est présentée, il a dit oui juste pour pouvoir aller voir les restes du navire en personne. Revenons maintenant à l'épave. Selon James Cameron, il ne suffisait pas pour les chercheurs d'accéder uniquement à l'extérieur du navire. Ils devaient aller à l'intérieur, analyser et photographier ce qui restait des fastueux intérieurs de l'ancien plus grand paquebot du monde. Cameron a piloté un véhicule robotisé équipé de caméras super innovant pour l'époque. Il l'a aidé à révéler des espaces du Titanic que personne n'avait jamais vus auparavant. Depuis que le navire a touché le fond, les bains turcs par exemple avaient encore leurs murs carrelés pratiquement intacts. Ces bains étaient exclusivement destinés aux passagers de première classe. Ils étaient situés juste à côté de la piscine et de la salle à manger de 3e classe et étaient conçus dans un style mauresque. Les personnes qui se reposaient là disposaient de délicieuses couvertures chauffantes et avaient des saveurs à disposition pour leur apporter tout ce dont elles avaient besoin. Si les photos prises avant la catastrophe étaient étonnantes, elles le sont encore plus aujourd'hui, car tout ce que l'on voit est caché sous la surface de l'eau. Autre découverte impressionnante, le mât du navire. Si l'on regarde le Titanic dans sa splendeur d'avant le naufrage, c'est le mât qui attire le plus l'attention. Situé à l'avant de l'énorme navire, le mât retenait les câbles de transmission du système Marconi, un système de télégraphie sans fil. C'est aussi là que se trouvait le drapeau marchand britannique arboré par le Titanic. Le mât s'élevait à un peu plus de 30 mètres de hauteur et était équipé d'un nid de pie. Aujourd'hui, le mât est méconnaissable. Attaqué par la corrosion, il s'est effondré. Le nid de pie s'est également brisé. On comprend pourquoi le Titanic des temps modernes est un véritable trésor pour les explorateurs des eaux profondes. Mais comme l'épave du navire repose à une profondeur approximative de 3800 mètres, la lumière du soleil est inexistante à cet endroit. Les missions pilotées ont donc absolument besoin d'un équipement technologique de pointe pour explorer la zone. Pourquoi penses-tu que le Titanic a disparu des yeux du public pendant plus de 70 ans ? Eh bien, parce qu'à l'époque, la technologie n'était pas assez avancée pour que les gens puissent descendre sur place et ramener de bonnes images de l'épave. Ce sont les cinéastes qui ont poussé cette technologie à son paroxysme en essayant de filmer sous l'eau. Ils ont commencé par construire des boîtes pour y mettre leurs caméras. Aujourd'hui, la photographie en eau profonde est très avancée et nous permet de nous émerveiller devant la beauté de la vie sous-marine.
Bien sûr, prendre des photos sous la mer n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour résister à cette énorme pression, les sous-marins doivent être très solides et avoir des parois épaisses, pas moins de 30 cm. De plus, les explorateurs doivent savoir comment filmer et photographier lorsqu'il n'y a presque pas de lumière. Il y a un autre élément qui a rendu la capture du Titanic encore plus difficile. Lorsque l'épave du navire a été redécouverte par les scientifiques, elle était couverte de bactéries rouillées de couleur rouge qui rendaient encore plus difficile la prise de bonnes photos. Il se trouve que la couleur rouge ne se reflète pas bien sous l'eau, ce qui est un souci pour les photographes. C'est pourquoi les véhicules à propulsion humaine qui descendent visiter les vestiges sont équipés de puissants dispositifs d'éclairage. Lorsque l'on voit certaines parties du navire de loin, on a l'impression que la cire brun rougeâtre a coulé sur les ruines du Titanic. Mais en réalité, ces structures en forme de glaçons sont des colonies de micro-organismes. Lorsque le navire a coulé, il a entraîné avec lui une énorme quantité de bactéries qui n'existaient pas auparavant au fond de l'océan. Mais maintenant, ces bactéries associées aux conditions extrêmes du fond de l'océan se sont transformées en une combinaison désastreuse pour les vestiges du navire. Ces colonies rouges de micro-organismes se nourrissent en fait de fer et d'acier, qui est en fait tout ce qui reste du Titanic. L'un des types de ces micro-organismes est une bactérie appelée Halomonas titanica. Elles peuvent manger jusqu'à 100 kg de fer par jour. Cela fait du Titanic une source de nourriture colossale pour elles. Il y a eu beaucoup de spéculations concernant l'espérance de vie de l'épave du navire après que les chercheurs ont découvert cette rouille bizarre. Mais selon Cameron et son équipe de recherche, le Titanic ne va pas disparaître de sitôt. Lors d'une des dernières expéditions sur l'épave, un véhicule piloté a été financé pour identifier spécifiquement une cabine de luxe. Elle appartenait à un passager très important, Sir Benjamin Guggenheim. Oui, comme le musée, Guggenheim était le fils d'un magnat de l'industrie minière et un membre de l'élite qui a embarqué sur le voyage transatlantique du Titanic. Né à Philadelphie, Guggenheim rentrait chez lui aux États-Unis. Mais comme nous le savons tous, il n'a jamais atteint sa destination finale. Pour un prix allant de 400 à 800 livres en 1912, soit l'équivalent de 84 000 livres de nos jours, on pouvait réserver un logement appelé cabine de luxe. Les cabines du Titanic étaient les chambres de première classe les plus luxueuses. Elles étaient situées sur les ponts B ou C et étaient décorées dans plus de 11 styles différents, allant du jacobéen au géorgien en passant par la Renaissance italienne. Et la liste est longue. Ces chambres étaient remplies de boiseries et de marqueteries, sculptées dans des essences de bois exotiques et rares, comme l'acajou, le chêne, etc. Guggenheim occupait l'une de ces cabines ultra luxueuses. 100 ans plus tard, l'un de ses descendants a financé une mission entière dans le seul but de localiser la cabine exacte où l'homme a séjourné. Cette expédition est devenue un documentaire pour National Geographic. Et oui, ils ont réussi à identifier la cabine de luxe de Guggenheim. Alors bravo à eux. John regardait la scène, incrédule, alors qu'il dérivait lentement sur un morceau de bois dans les eaux glaciales de l'Arctique. John voyait le navire sur lequel il avait travaillé et vécu, son énorme proue s'élevant vers le ciel, puis se brisant en deux, provoquant un bruit que seul le tonnerre pouvait égaler. Désemparé et abasourdi, il croyait que lui, et lui seul, connaissait la sombre vérité derrière la disparition du navire insubmersible, le Titanic. 5 jours plus tôt, alors que le Titanic prenait la mer pour son voyage inaugural, John travaillait dur aux côtés de ses collègues dans la soute à charbon, stockant le charbon pour alimenter le puissant fourneau du Titanic. Ils en avaient entreposé plus que John n'avait jamais vu sur aucun autre navire sur lequel il avait pu travailler. Mais c'était le Titanic, le plus grand navire qui ait jamais navigué sur les mers. Sur le Titanic, il ne pouvait jamais y avoir trop de charbon. Alors qu'il quittait Belfast et se dirigeait vers Southampton, une grande détonation s'est produite sous les ponts qui est passée presque inaperçue. Le fourneau rugissait et les turbines turbinaient, faisant avancer le Titanic à un rythme accéléré. L'équipage criait tandis que le navire avançait, inconscient du bruit sourd qui entourait son départ. Une fois à Southampton, Greg est monté à bord parmi des centaines d'autres passagers. Avec 13 ans en mer, sa vaste expérience comprenait le rôle de quartier-maître sur 6 navires précédents, prêt à relever un nouveau challenge à bord du plus grand navire jamais construit. Il était impatient de relever un nouveau défi dans sa carrière. Greg est arrivé avec une grande expérience, notamment de la navigation dans l'Arctique. Son rôle était essentiel au sein de l'équipage, comprendre les mers autour du pôle Nord.
il serait une vigie clé alors qu'il s'apprêtait à emprunter la route périlleuse de l'allée des icebergs. Greg avait quelques inquiétudes concernant le voyage. L'orbite de la Terre était remarquablement proche du Soleil et de la Lune, ce qui provoquait des marées plus importantes. Cela rendrait les icebergs plus proéminents, les faisant dériver plus près de la route du Titanic lors de son voyage vers New York. En évaluant la tour de guet et en inspectant le matériel disponible, Greg n'a pas trouvé de jumelles. Cela l'a inquiété, mais les marins se sont contentés d'en rire. Si le bar est à court de glaçons, nous ne manquerons pas de racler un iceberg pour nous réapprovisionner, a dit un marin en riant. Greg ne partageait pas cette légèreté. Désireux de découvrir pourquoi ils avaient été laissés en rade d'équipement dans un rôle aussi vital sur le vaisseau, Greg a enquêté davantage. Malheureusement, l'officier qui avait les clés de l'armoire aux jumelles avait été radié de l'équipage à la dernière minute. Greg n'arrivait pas à croire qu'un élément d'une telle importance ait pu être oublié. Pour un navire aussi puissant avec autant de personnes à bord et qui empruntait un itinéraire particulièrement dangereux, cela n'avait aucun sens. Mais par peur d'être mis à pied pour avoir violé la propriété du navire, Greg a laissé tomber en espérant qu'il n'aurait finalement pas besoin de jumelles. En fin de compte, si des icebergs étaient attendus, un avertissement serait fait au capitaine l'informant de tout danger potentiel. Greg était loin de se douter que l'avertissement avait bel et bien été émis, notifiant les dangers qui les attendaient, mais que le télégramme ne comportait pas le préfixe requis, qui devait assurer une livraison directe au capitaine. L'avertissement crucial a donc été négligé. Sous le pont, John et son équipe se préparaient au départ. En alimentant les moteurs, il a remarqué un résidu de gaz d'échappement épais, bien trop lourd pour provenir des fourneaux. L'équipage a cherché partout, dans les ponts inférieurs. Après une recherche approfondie, ils ont réussi à localiser la cause de l'échappement. Il s'agissait d'un tas de charbon ardent dans une soute à charbon, sans que l'on sache quand il s'était enflammé. Une accumulation de charbon avait manifestement couvé, augmentant lentement en taille. La quantité de charbon qui couvait était inquiétante. L'alarme a été déclenchée, alertant un agent pour qu'il examine la question. L'officier a évalué les dégâts et a confirmé au capitaine qu'ils étaient jugés peu préoccupants car seuls des dégâts mineurs avaient été causés. John n'était pas convaincu par cette évaluation car il savait que dans les espaces confinés entourés de cloisons en fer, il se crée un environnement semblable à un four qui intensifie la chaleur avec le temps. Le Titanic continuait d'avancer, ce qui n'avait aucun sens pour John car il venait seulement de partir de Southampton. Il était persuadé qu'ils allaient faire demi-tour. John et son équipe ont reçu l'ordre de pelleter le charbon déjà embrasé dans le fourneau et de continuer jusqu'à ce que le contenu fumant soit consumé. C'était une tâche minutieuse qui pourrait prendre tout le voyage. L'apport continu de charbon ferait en sorte que les turbines tournent à un rythme constant et accéléré, ce qui n'était pas ce pourquoi le Titanic avait été conçu. Il était destiné à être un paquebot de luxe et non à battre des records de vitesse. Cependant, le monde serait enthousiasmé de voir le Titanic non seulement comme insubmersible, mais aussi comme le paquebot plus rapide. John et son équipe ont continué à pelleter le charbon dans le fourneau pendant plusieurs jours. La température à l'intérieur de la proue augmentait chaque jour. La chaleur contenue dans la cloison était si forte que cette dernière s'était affaiblie là où les parois se rejoignaient et au niveau des rivets en fer. 2 jours de plus, juste 2 jours de plus. John riait, essayant de remonter le moral de ses collègues qui travaillaient sans relâche. Mais alors qu'il riait, plaisantait et avait hâte de retrouver la terre ferme, ils s'approchaient sans le savoir de leur dernier repos. Le Titanic filait à toute allure, sur une mer calme. Greg regardait devant lui, tout en haut dans la tour de guet, gardant un œil attentif, car ils étaient maintenant en territoire d'iceberg. Même si la voie était libre, de faux horizons pouvaient se produire, créant une confusion sur la distance réelle des objets au loin. Alors qu'ils voyageaient dans les eaux du Gulf Stream, vers le courant plus froid du Labrador, les colonnes d'air pouvaient se refroidir de bas en haut, créant une inversion thermique. Cette pression atmosphérique, incroyablement élevée, prévient la présence de brouillard, offrant une vue faussement dégagée. Mais l'inversion thermique peut aussi créer des illusions d'optique, qui montrent l'horizon plus loin, apparaissant plus haut dans le lointain, et masquent tout objet qui pourrait le précéder. Ces faux horizons cachent facilement des icebergs en approche. Greg connaissait les périls d'une mer calme en Arctique, préférant les eaux agitées où il est plus facile de détecter les icebergs à travers les vagues. Du haut de sa vigie, il regardait vers le sombre abîme qui se trouvait devant lui. Soudain, à 1,5 km droit devant lui, une gigantesque forme a surgi soudainement des eaux sombres environnantes. « Iceberg droit devant !» a crié Greg à son collègue qui a rapidement appelé la barre et leur a ordonné de barrer à fond à tribord.
Le timonier a reçu l'appel. Dans le feu de l'action, il a tourné la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces conventions étant relativement récentes, il s'est rendu compte qu'il avait tourné la roue dans le mauvais sens et a rapidement pris la direction opposée. Le navire s'est dirigé vers l'iceberg, virant sur le côté bâbord, tout en réduisant sa vitesse. Bien qu'il y ait eu un retard pour tourner la roue, cela n'a peut-être pas fait de différence étant donné la courte distance et la vitesse à laquelle il naviguait. Alors qu'il s'approchait de l'iceberg, il semblait qu'ils allaient pouvoir le contourner, mais plus de 87% du volume d'un iceberg est immergé. Et alors qu'ils arrivaient par le côté, la glace cachée sous la surface a frappé la proue à bâbord, perçant le côté de la coque sur une surface d'1 mètre carré. Le navire a tremblé et tout le monde à bord a compris que quelque chose se passait. Mais dans la confusion et la peur, ils n'étaient pas conscients des dégâts. Alors qu'ils reprenaient leurs esprits, 6 des 16 compartiments se remplissaient rapidement d'eau. Le navire ne pouvait perdre que 4 compartiments avant de couler. Le temps s'écoulait alors que le Titanic amorçait sa descente vers les profondeurs. La cloison, affaiblie par les piliers et les rivets en fonte, s'est brisée sous la pression et le changement soudain de température de l'eau glacée. L'appel a été lancé d'abandonner le navire. Les canaux de sauvetage ont été préparés afin d'être mis à l'eau pendant que des signaux de détresse étaient envoyés aux navires voisins. L'opérateur radio était assis et appelait sans relâche un navire proche qui avait été en contact avec le Titanic peu de temps avant. Il y avait eu une communication constante avec ce navire au cours des derniers jours, fournissant des avertissements au sujet d'iceberg depuis que le Titanic était parti de Southampton. Le dernier message d'avertissement reçu datait d'1 heure à peine. En recevant le dernier avertissement, l'opérateur avait répondu par un méprisant « Taisez-vous », supposant que ces avertissements étaient essentiellement inutiles. Suite à cette réponse malencontreuse, l'autre navire a observé un silence radio. Le navire le plus proche qui répondait à leurs signaux de détresse se trouvait à 800 km. Trop loin pour apporter une quelconque aide, en temps et en heure. D'innombrables erreurs ont donc causé la fin tragique du Titanic, délibérément ou par pure ignorance. La plus terrible d'entre elles était le nombre de personnes à bord du navire, 2224 personnes. Or, il n'y avait de canaux de sauvetage que pour en sauver 1178, soit à peine la moitié. Le 10 avril 1912, des foules se sont rassemblées sur la plage de Southampton pour saluer le départ de ce qui était à l'époque le plus grand et le plus prestigieux navire du monde, le RMS Titanic. Le prix du billet de salon de première classe le plus cher était de 4 350 $, soit environ 70 000 $ en valeur actuelle. Mais à peine 5 jours après son départ, le navire a été englouti par l'océan Atlantique. Alors, revenons en arrière pour voir ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatidique. Le capitaine voulait établir un record de vitesse pour le voyage inaugural du navire et arriver en avance. Le navire était considéré comme insubmersible. Il a foncé à plein régime dans les eaux sombres de l'Arctique. Après avoir repéré l'iceberg, l'équipage a désespérément essayé d'éloigner le navire et d'éviter la collision. Mais le Titanic se déplaçait trop vite et l'iceberg a déchiré le côté du navire, créant une énorme ouverture dans la coque. Ce n'était pas une seule et unique brèche, car les dommages se sont produits à plusieurs endroits. Au total, les dégâts se sont étendus sur une zone de 90 mètres. Mais les concepteurs du navire s'étaient préparés à la perspective d'une collision et avaient ajouté des compartiments étanches de chaque côté du navire pour faire office de zone de protection. 4 de ces compartiments pouvaient être percés et le navire resterait tout de même à flot. Mais comme l'iceberg a déchiré le flanc du Titanic, il a fait des trous dans 6 compartiments. Les compartiments ne s'étendaient pas sur la hauteur totale de tous les ponts et n'étaient pas réellement scellés en haut. C'est pourquoi, lorsque plus de 4 d'entre eux ont été inondés, l'eau a atteint le sommet des cloisons et a rempli les compartiments restants, entraînant le naufrage du navire dans l'océan. Imagine de l'eau qui déborde d'un bac à glaçons. Mais si la collision avait été frontale, aurait-il aussi coulé ? Les navires sont conçus en tenant compte des risques de collision et la plupart des navires sont équipés de cloisons anti-collision à l'avant. En fait, c'est comme le pare-choc ou la zone de déformation de ta voiture. C'est un élément de sécurité qui peut résister à un choc direct. La proue aurait pu absorber une partie de l'impact. Et certains experts ont estimé qu'en cas de choc frontal,
seuls 2 à 4 des compartiments étanches auraient été inondés. En théorie, le Titanic n'aurait donc pas coulé et aurait même pu continuer à naviguer vers sa destination finale à une vitesse beaucoup plus lente. En revanche, la force de l'impact aurait été énorme. Mais bien que les passagers auraient été blessés par le choc, ils auraient pu rester sur le navire pour attendre d'être secourus par d'autres navires plutôt que d'être forcés à plonger dans les eaux glacées de l'Atlantique. Toutefois, l'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a suggéré que la force de l'impact n'était peut-être pas si importante. Il a déclaré à la commission d'enquête britannique que beaucoup de gens ont à peine ressenti la collision, et il a estimé que le navire n'aurait pas coulé s'il avait heurté l'iceberg de plein fouet. Le navire a également été conçu avec des portes étanches contrôlées à distance entre tous les compartiments, de sorte que toute inondation aurait pu être rapidement contenue. Étant donné que le Titanic présentait 6 brèches à la suite de la collision latérale, et que celle-ci s'est produite si rapidement, la fermeture des portes n'aurait rien changé puisqu'il était pratiquement impossible de le sauver à ce stade. Le vaisseau a immédiatement commencé à s'inonder. L'eau se déversait à un rythme d'environ 7 tonnes par seconde, 15 fois plus vite qu'elle ne pouvait être pompée. Si l'on peut imaginer que le Titanic aurait survécu si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, cette idée soulève aussi quelques problèmes. Tout d'abord, les parois de collision ont été conçues pour survivre à un crash avec un autre navire, pas avec un iceberg géant. Si 2 navires entraient en collision, ils absorberaient une partie de l'impact dans leur cloison, partageant ainsi l'impact et restant probablement à flot. Mais un iceberg est statique, ce qui signifie que le Titanic a dû absorber la majeure partie de l'énergie de la collision. Si le Titanic avait été frappé la tête en premier, à cause de la vitesse à laquelle il se déplaçait, l'impact aurait probablement traversé tout le corps du navire. Imagine un navire de 46 000 tonnes qui se déplace à environ 20 nœuds, 37 km/h. À un moment donné, il heurte un iceberg qui peut peser plus de 100 000 tonnes. Cette collision créerait très probablement une puissante force qui endommagerait considérablement le navire. Il est possible que les jointures se déchirent, que les escaliers s'effondrent et que les rivets éclatent dans tout le navire. Tout cela pourrait potentiellement inonder encore plus de compartiments. Cela pourrait faire couler le Titanic en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Comme nous le savons tous, la plus grande partie est cachée sous l'eau. Donc, si le Titanic avait navigué de face, il est probable qu'il aurait d'abord heurté la partie de l'iceberg située sous l'eau, ce qui l'aurait fait dévier de sa trajectoire. Frapper un iceberg n'est pas comme frapper un mur de briques. Dans ce cas, la glace sous l'eau aurait déchiré le fond du navire et causé des dommages aux côtés. Les icebergs ne sont pas non plus des objets plats et solides. S'il s'agissait d'une simple collision, le navire aurait pu rester à flot, mais les icebergs ont des formes et des tailles très diverses, qui vont des dômes à des formes de pics. Des études ont également été menées sur l'acier utilisé pour fabriquer le Titanic. Et les tests montrent que le métal était environ 10 fois plus fragile que l'acier que nous utilisons de nos jours. Le navire a été construit avant que nous comprenions les effets des basses températures sur l'acier. Le vieil acier utilisé pour fabriquer le navire ne se pliait pas face aux températures glaciales, mais se cassait. Les morceaux récupérés des plaques de la coque du Titanic montrent que la coque s'est simplement brisée lors de l'impact. Un choc frontal provoquerait également un arrêt très violent et brutal, de sorte que même si le navire n'avait pas coulé, il aurait quand même eu des problèmes majeurs. Imagine un moment où tu freines brusquement ta voiture ou lorsqu'un bus pile alors que tu es en train de marcher dans l'allée et que tu es projeté en avant. Les passagers auraient eux aussi été projetés à travers le navire et, comme le choc a eu lieu la nuit, la plupart des gens dormaient et n'auraient pas pu se préparer correctement à un impact quelconque. Cela aurait entraîné des blessures à la plupart des personnes à bord. Les conséquences auraient été particulièrement graves pour les personnes situées à l'avant du navire, où se trouvaient les logements des pompiers, des graisseurs et des mécaniciens en congé. Mais même si les passagers et les membres de l'équipage hors service avaient été jetés hors du lit, il y aurait eu beaucoup plus de survivants que dans le scénario original. De nombreux navires ont subi des collisions frontales et sont parvenus à regagner la côte. Peu de gens savent que le Titanic avait en réalité 2 navires jumeaux. La White Star Line, la compagnie qui a construit le Titanic, a également construit des navires appelés Britannic et Olympic. Commandés par Edward J. Smith,
qui allait plus tard diriger le Titanic, l'Olympique est parti pour son voyage inaugural en juin 1911. Mais, comme pour son navire jumeau, le désastre était à venir. Lors de son 5e voyage commercial, l'Olympique est entré en collision avec un navire de la Marine royale, le HMS Hawke. Alors que l'Olympique était endommagé sur le côté, le Hawke a souffert d'un impact de face et de plein fouet. La proue du Hawke a été complètement écrasée par la collision. Mais comme le navire avait des compartiments étanches, il a réussi à survivre au choc et est retourné à terre en toute sécurité pour être réparé. Une autre étude de cas est celle du SS Andrea Doria, un paquebot italien qui a fait la une des journaux en 1956. Comme le Titanic, l'Andrea Doria se dirigeait vers New York pour son 101e voyage lorsque la catastrophe a frappé. Le 25 juillet, le navire est entré en collision avec un paquebot suédois de 160 mètres, le Stockholm. Ce dernier a frappé le navire de plein fouet. Mais le point d'impact de l'Andrea Doria était sur le côté. L'avant du Stockholm a été complètement défoncé, mais comme l'impact s'est produit sur sa coque, il a pu s'en sortir. L'Andrea Doria a malheureusement coulé, la collision s'étant produite sur le côté du navire. Ces cas pourraient donc suggérer que le Titanic aurait peut-être survécu s'il avait heurté l'iceberg de face. Mais il ne faut pas oublier que le Titanic a heurté l'iceberg à pleine vitesse, alors que l'Olympique et l'Andrea Doria, eux, voyageaient plus lentement. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où que tu ailles, je te suivrai. Ce sont les mots qu'Ida Strauss a dit à son mari. L'une des femmes les plus riches du Titanic n'a pas fini dans un canot de sauvetage. Ida a choisi de rester derrière avec son cher Isidore. Quelques instants plus tôt, elle avait offert à sa femme de chambre un cadeau précieux qui lui a probablement sauvé la vie. Isidore et Ida Strauss sont tous deux nés en Allemagne et ont émigré aux États-Unis quand ils étaient enfants. Ils se sont rencontrés à New York et se sont mariés 5 ans plus tard. Le couple a eu 7 enfants, mais heureusement aucun d'entre eux n'était à bord du Titanic. À la fin de son adolescence, Isidore a travaillé pour le magasin de son père. Puis il a lancé avec son frère une entreprise de porcelaine qui s'est développée pour devenir le département de la verrerie chez Macy's. Finalement, les frères ont repris l'ensemble du grand magasin et sont devenus millionnaires. Isidore et Ida étaient connus à New York pour leur richesse, leur charité et leur incroyable amour et dévouement l'un pour l'autre. Chaque fois qu'Isidore partait en voyage d'affaires aux États-Unis ou en Europe, sa femme l'accompagnait. Quand elle ne pouvait pas, ils écrivaient de longues lettres tous les jours. Le couple visitait aussi de temps en temps leur Allemagne natale. En 1912, ils ont échappé à l'hiver glacial de New York et se sont dirigés vers l'Europe. À ce moment-là, ils étaient déjà mariés depuis 40 ans. Ils ont surtout passé du temps dans le sud ensoleillé de la France et se sont également arrêtés dans la ville natale d'Isidore. Début avril, il était temps pour eux de reprendre la mer pour rentrer à New York. D'habitude, ils voyageaient sur l'un de ces énormes paquebots allemands de l'époque. Mais cette année-là, tout le monde ne parlait que de ce nouveau paquebot de luxe, le RMS Titanic. Ils n'ont pas pu résister et ont immédiatement acheté des billets de première classe. Le 10 avril, ils sont montés à bord du tout nouveau navire de la White Star Line pour un voyage qui s'annonçait grandiose. Ida et Isidore ont obtenu l'une des 39 suites privées situées au sommet du navire. Les billets coûtaient environ $100 000 en équivalent actuel. Certaines des personnes les plus riches du monde logeaient à côté d'eux. Les Strauss passaient leur soirée à dîner devant un orchestre dans une salle remplie de meubles chics et de boiseries coûteuses. Ils jouaient aux échecs et au backgammon, fréquentaient la salle de sport, la piscine et même les cours de squash dont disposait le navire. Ce luxe n'a cependant pas duré longtemps. La nuit du 14 avril, le navire a eu son accrochage avec l'iceberg le plus célèbre de l'histoire. Les passagers ont ressenti une légère secousse, un petit grondement, rien de plus. Personne ne s'est rendu compte qu'il courait un quelconque danger. Les passagers ont même commencé à se lancer des boules de neige fabriquées à partir des morceaux de glace tombés sur le pont. Les officiers du navire ont dit à tout le monde que tout irait bien.
Quelques instants plus tard, le capitaine Edward Smith a annoncé qu'il était temps d'enfiler les gilets de sauvetage et de monter dans les canots. Au nombre de 20 seulement, ils étaient tous rangés sur le pont supérieur. Il aurait pu y en avoir plus, mais les concepteurs du navire avaient pensé que cela donnerait un aspect trop désordonné au pont. Il y avait d'ailleurs un exercice d'évacuation de sauvetage prévu ce jour-là, mais à la place, ils ont dû faire face à une véritable situation d'urgence. En gros, seuls les passagers de première classe allaient pouvoir monter sur ces canots de sauvetage. Les Strauss ont quitté leur suite privée et ont attendu les instructions de l'équipage. Beaucoup d'entre eux étaient encore confiants. Ils ont dit aux passagers de ne pas perdre leur billet, ils en auraient besoin lorsque tout le monde serait de retour à bord. Mais cela n'allait bien sûr jamais arriver. Le navire était déjà en train de sombrer. L'équipage a annoncé que les femmes et les enfants embarqueraient en premier. Les Strauss se trouvaient à côté du canot de sauvetage numéro 8. On a proposé à Monsieur Strauss, qui avait 67 ans à l'époque, de s'asseoir avec sa femme en raison de son âge. Il a refusé en disant qu'il n'était pas trop vieux pour se sacrifier pour une dame. Il voulait attendre et s'assurer qu'aucune femme ou enfant ne soit laissée derrière. Ellen Bird, la nouvelle femme de chambre d'Ida, a hésité avant de monter sur le canot de sauvetage. Mais Ida lui a dit d'y aller. Il y avait encore de la place pour Ida. Et les autres femmes de première classe lui criaient de se joindre à elle. Il fallait environ 10 minutes pour charger chaque canot. Et c'est le temps qu'Ida a eu pour choisir son destin. Elle a enlevé son magnifique manteau de vison et l'a tendu à sa servante qui frissonnait. Ida a dit qu'elle n'en aurait plus besoin. Mais le canot de sauvetage ne voulait pas partir sans elle. Les marins ont essayé de l'attraper et de la forcer à monter dans le bateau. Pendant ce temps, l'orchestre du Titanic jouait encore un air entraînant en arrière-plan. C'était ubuesque. Ida s'est arrachée aux mains des marins et est restée sur le pont. Isidore la suppliait de partir. Elle a refusé de le quitter, quoi qu'il arrive. Tous les survivants du canot de sauvetage numéro 8 se sont souvenus de ses dernières paroles sur le véritable amour face à la tragédie. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où que tu ailles, je te suivrai. Il a fallu 1 heure entière pour que le premier canot de sauvetage plonge dans l'eau glacée. Le dernier souvenir du Titanic pour de nombreux passagers était Isidore et Ida debout et main dans la main sur le pont. Plus de 200 passagers de première classe ont survécu. Certains d'entre eux ont dit que les Strauss étaient assis paisiblement dans 2 chaises longues, se tenant la main, attendant simplement leur sort. Les 25 passagers du canot de sauvetage numéro 8 ont passé le reste de la nuit à ramer pour se mettre en sécurité. Ils poursuivaient ce qu'ils pensaient être les lumières d'un navire. Il s'est avéré que le navire de sauvetage est arrivé de la direction opposée. Mais ils ont eu de la chance d'être retrouvés. De nombreux passagers, dont Ellen Bird, ont partagé l'histoire d'Ida et Isidore avec les journalistes, disant que c'était leur souvenir le plus important de cette funeste nuit. 1 mois plus tard, environ 30 000 personnes se sont rendues à leur cérémonie commémorative et même le maire de New York est venu. Personne ne semblait surpris que les Strauss aient sacrifié leur vie pour les autres. Ellen Bird a essayé de rendre le fameux manteau de vison à la famille Strauss, mais ils lui ont demandé de le garder en souvenir d'Ida. La seule chose qui était avec les Strauss cette nuit-là et qui existe encore est un médaillon en or et en onyx. Isidore l'avait accroché à sa montre à gousset. Le médaillon contenait 2 photos, une de leur fils aîné et une de leur fille aînée. Le médaillon était tellement bien fermé que les photos n'ont pas été mouillées. Certains des bijoux du Titanic sont restés intacts, même après 70 ans. L'expédition de 1985 a trouvé des colliers, des bagues, des broches, des boutons de manchettes, toutes sortes d'accessoires. Une montre à gousset rouillé qu'ils ont trouvée s'était arrêtée à 1h45 du matin. C'est à peu près l'heure à laquelle le navire a coulé. À bord, un collectionneur de livres s'est assuré que sa mère et sa femme de chambre montent dans un canot de sauvetage. Il n'a pas eu autant de chance. Dans ses bagages se trouvait un livre rare, vieux de 400 ans. Widener rentrait à New York après une chasse aux livres anciens les plus réussis. Ce petit livre repose quelque part au fond de l'océan, avec les 7 millions de lettres que le Titanic transportait. Une lettre a été écrite par un passager de première classe à sa mère la veille du naufrage du Titanic. C'est la seule lettre écrite à bord qui ait survécu à l'Atlantique glacial. Elle a été retrouvée pliée dans un cahier à l'intérieur d'une poche. Un autre passager de première classe était un chimiste d'origine allemande. Il se rendait à New York pour ouvrir une parfumerie. Tout ce qui est resté de lui était un sac rempli d'échantillons de parfums. Alors que le Titanic coulait, le violoniste Wallace Hartley et son orchestre ont continué à jouer jusqu'à la toute fin.
Quand Hartley a réalisé qu'il n'allait pas s'en sortir, il a décidé de sauver la chose la plus précieuse qu'il avait, son violon. Il l'a mis dans un sac en cuir pour qu'il flotte. 10 jours plus tard, ils ont retrouvé le violon endommagé par l'eau. Sa fiancée l'a gardé et des années plus tard, il a été vendu aux enchères pour 1,7 million de dollars. C'est aujourd'hui encore un des vestiges les plus importants du Titanic. Les 5 pianos à queue se trouvant à bord n'ont pas eu autant de chance. Ils sont toujours là quelque part. Les plongeurs ont tout de même réussi à récupérer une partition de musique. C'était la chanson d'une pièce de théâtre de Broadway. Elle était encore lisible, même après plus de 70 ans sous l'eau. La seule voiture qui se trouvait sur le Titanic vaudrait probablement des millions aujourd'hui. Le coupé Renault CB appartenait à un passager de première classe, William Carter. Évidemment, le malheureux véhicule n'a pas subsisté. Carter et sa famille ont survécu à cette terrible nuit et ont même déposé une réclamation de 5 000 $ à leur assurance pour la voiture.